Comment tu vas, Sylvain, déjà? Moi, ça va bien, j'ai chaud. Il fait Il fait actuellement chaud, 28 degrés dans mon appartement. Je suis en train de me liquéfier sur place. je comprends. Donc voilà. Mais à part ça, ça va. À part ça, ça va. Ça va Bah, moi, bien. c'est pareil, j'ai trop chaud. Et je le remarque aussi depuis ces derniers jours, j'ai des petits problèmes, des petits soucis d'ordi, mon ordi qui crache de temps en Ah ouais? temps. Bah, il a crashé en stream sur Sea of Thieves. Ah On a merde! essayé de faire un petit Sea of Thieves avec Corentin dimanche dernier, là, et il a craché 2 fois, donc j'ai arrêté de streamer Sea of Thieves. Et même à un moment, j'ai même joué tout seul avec Corentin sans streamer, Ouais. ouais. Et le jeu a fini quand même par cracher vers la fin. Donc bref, je suis en train de passer des commandes pour changer manuellement toutes les parties de mon PC. Mais heureusement, je suis aidé par quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Bastien, le maître panda, si tu es dans le chat, merci à toi pour tous tes conseils merveilleux. Bon bref, voilà, c'était la petite parenthèse de montage de PC et d'actu. Mais sinon, ça va, à part les températures trop élevées. Le montage de PC, toi, ça te Voilà. plaît? C'est un exercice qui te plaît, que t'as déjà fait, ou tu fais faire? Alors, Tu fais faire et puis, jamais voilà. fait, jamais fait de ma vie, honnêtement. Donc je sais pas si ça me plaît ou pas. Je pense que j'ai l'esprit un petit peu bricoleur, mais pas trop. C'est-à-dire que je bricolais pas du tout quand j'étais plus jeune. Mais j'ai un peu appris à bricoler avec, on va dire, mon job Avec ton d'ingé. indépendance. Avec mon indépendance Ah! et surtout avec mon boulot d'ingé, en fait. Où des Ouais. fois, tu mets les mains dans le cambouis, où tu dois manipuler des machines qui sont quand même assez techniques, etc. Tu Ouais, comprends ouais, ouais. certaines choses quand tu les mets en place. Mais honnêtement, non, pour tout ce qui est PC, j'ai aucune connaissance, donc je suis bien content d'être aidé pour la première fois. Et après, peut-être, une fois que tu l'as fait une première fois, que tu as compris comment une tour, de quoi une tour s'est fait, et tous les éléments, Ouais. je pense une fois que tu comprends l'agencement entre les différentes pièces, et que c'est pas si sorcier que ça de connecter le fil C'est pas rouge avec compliqué. le port rouge, bah après tu peux te dire, ah, je vais le faire tout seul et je vais changer mes pièces au fur et à mesure. Je pense que la plupart des gens font ça, et c'est beaucoup plus rentable que de se racheter à chaque fois un PC complet. On est bien d'accord. Voilà. C'est vraiment des mécanos, hein. T'as 4 grosses pièces, faut les agencer correctement, et puis voilà. Ouais, C'est vraiment pas sorcier. non, non, c'est sûr, c'est c'est plus économique comme ça, quoi. Enfin bon. Déjà, je remercie vite fait le chat. Merci à vous, la communauté. Je remercie en particulier Nico pour son sub, son 23e mois. Incroyable, 23e mois, ça fait beaucoup, ça. Ça progresse dans le tableau périodique des éléments. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'être là. Je remercie vite fait aussi Poloche, Kofi, 23. Nairi. On est où à 23? On est avant le Chrome, parce que je crois que le Chrome c'est 24. Si je dis pas de bêtises. Vanadium. C'est peut-être le Vanadium. C'est le vanadium. Bonsoir à Mandrake, bonsoir à Ofafner. J'ai pas de fun fact sur Salut tout le monde. le Sur le vanadium. vanadium, T'as des fun facts, toi? je sais que l'oxyde de vanadium, vanadium 3, je crois, c'est vert. Mhm. Et c'est ce qui va venir participer, entre autres, en cristallographie pour certaines émeraudes. Ah, Il y a c'est des émeraudes, c'est le il vanadium y a qui va des donner la émeraudes qui vont couleur être. des émeraudes. Ok, Pas que, parce oui, que d'habitude, les émeraudes, c'est plus des inclusions de chrome, d'accord. mais ça peut être du vanadium aussi. Ce seront des émeraudes différentes, mais on les verra vertes à peu près pareil. Hmm, ouais. C'est stylé comme fun fact, j'essaierai de m'en souvenir. C'est tout ce que je me souviens de De sur le ton cours de... vanadium. Ah, c'est déjà un fun fact, hein. Déjà en avoir un, c'est déjà pas mal. Donc merci à tous d'être là, merci d'être aussi nombreux. On va vous rappeler 2-3 petites choses concernant le format Formule Ouais. Brute avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un sujet chaud ce soir, un peu comme les températures en ce moment. Un sujet très d'actualité aussi, même si on va pas... Enfin, moi je me suis pas assez bien renseigné sur l'actualité chaude du glyphosate. On parlera un peu de généralité, enfin moi de ce que j'ai appris. Vous-même dans le chat, n'hésitez pas à apporter toutes les infos que vous pensez être utiles et nécessaires pour comprendre un petit peu mieux comment cette molécule s'inscrit dans notre société. Mais voilà, avant qu'on rentre dedans, petit rappel quand même de un petit peu l'émission qu'on fait du coup avec Get Benzen en duo avec Sylvain. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on fait cette émission Formule Brute qui a lieu assez C'est la régulièrement. 6e. C'est peut-être, ouais, j'ai pas compté. L'objectif C'est la 6e. c'est de parler de molécules. En fait, chaque émission est dédiée à une molécule particulière. Alors, on ne prend pas n'importe quelle molécule, on prend des molécules qui sont d'intérêt, on va dire, pour l'humanité, qu'on utilise quand même de manière assez récurrente, ou si c'est pas utilisé de manière récurrente, c'est une molécule assez phare, assez fondamentale de la chimie et de nos industries.
Donc voilà, et on vous fait un profil de cette molécule-là en parlant un petit peu de ses propriétés physico-chimiques, mais pas seulement. L'objectif, c'est pas tant de faire un cours sur comment la matière se transforme et évolue, mais aussi de vous faire passer des messages un peu généraux sur des concepts de chimie, ou alors parler plutôt des applications et en quoi la molécule en question est justement très utile pour nous, quoi. Donc il y a cet aspect-là qui est très important. Et voilà, ça fait... oui, du coup, si c'est la 6e, oui, ça fait quand même pas mal de molécules qu'on a fait depuis le début. Vous pourrez retrouver les rediffusions. Alors sur nos chaînes Twitch respectives, on a des en temps fort. Et moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai aussi la playlist, une playlist pour Formule Brute, du coup. Et à chaque fois, on fait voter les molécules. À la fin du live, on propose un sondage entre 3 molécules. Et c'est vous, en fait, c'est la communauté qui choisit. Donc vous avez choisi cette fois-ci le glyphosate. Voilà. On vous rappelle aussi que vous avez un bot moléculaire qui fait le pont entre nos deux lives. Donc les insultes que vous écrivez à l'encontre de Robin, il les verra parce que le bot moléculaire fait le lien. Ça nous permet de suivre les conversations et les questions. Je peux repérer les questions du chat de Robin directement dans le mien. C'est très utile. Oui, c'est ça. Comme ça, en fait, vous pouvez écrire soit sur un chat ou l'autre. C'est complètement transparent. Donc n'hésitez pas, voilà, nos deux lives sont en même temps. Fiat Minimi n'a pas du tout compris le concept. Ouais, en fait, Fiat Minimi, s'il voulait faire passer un message sur ton chat en écrivant dans le mien, mais il a oublié qu'en écrivant dans mon chat, j'ai accès à mon propre chat. Parce que c'est ça aussi le principe. Mais très bien, très bien. Je pense que voilà, vous le savez, nos deux lives sont en même temps, donc n'hésitez pas à rejoindre de mon côté le chat, enfin le live même de Get Benzen. De toute façon, c'est des lives qui sont globalement les mêmes. D'ailleurs, il y a peut-être un lien du multi-Twitch. J'ai vu que Germain, qui est dans le chat, avait posté un petit multi-Twitch sur Twitter. Une autre manière un peu de profiter de nos deux contenus, c'est de regarder, de cliquer sur le lien du multi-Twitch. Comme ça, vous avez nos deux vidéos et de mettre le son sur un des deux, par exemple. Exactement. Si vous voulez profiter. Mais je crois qu'un jour, si le jour où je serai partenaire, peut-être je ferai une équipe. Et quand tu fais des équipes, tu peux faire des squads. Ouais. Et en faisant des squads, tu peux faire des chats, un chat commun, je crois. Non, c'est pas un chat commun, c'est un stream. Enfin, c'est une interface un peu multi-stream où tu peux choisir quel stream tu vois. Enfin, bon, bref, c'est un truc vraiment, vraiment extrêmement high-tech. Ouais, c'est high-tech, on n'y est pas encore. Ouais. Après, je sais pas si ça va apporter grand-chose, mais en tout cas, on en profitera si on peut. Voilà, je pense qu'on a fait la petite introduction. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'on a fait le tour? Que les gens n'hésitent pas à poser des questions pendant le live, parce que c'est à partir de vos questions qu'on a la trame. On a un plan rapide, succinct qu'on a préparé avant le live, parce que en plus le glyphosate est un sujet un peu trop chaud pour arriver les mains dans les poches. Mais donc, on va vraiment devoir se baser sur vos questions pour pouvoir avancer. Et s'il y a des concepts que vous ne saisissez pas, s'il y a des explications que vous voulez qu'on précise, des trucs comme ça, on développera ensemble. Et c'est aussi à ça que sert le chat. Parlez-nous, comme ça, on a une conversation et pas juste un cours où on est deux à vous présenter une molécule, quoi. C'est ça. Et alors voilà, c'est ça, c'est qu'on préfère paver l'émission de vos questions avec nos réponses plutôt que de vous servir une émission toute préparée avec une intro, un développement et une conclusion. Même si de notre côté, on a quand même préparé beaucoup d'éléments et que c'est une molécule en fait qui mériterait plusieurs heures faciles à elle toute seule. En fait, là, on va faire l'émission, ça dure en général 1h30, 2 heures, et ça sera, vous verrez qu'à la fin, on aura juste touché un petit peu la surface de cette molécule-là, et qu'en fait, il faudrait vraiment, si on veut approfondir, il faudrait passer des heures, il faudrait se renseigner sur les différentes sources qu'on va évoquer, les différentes études scientifiques qui ont été réalisées. Enfin, c'est une molécule qui est extrêmement controversée, où il y a beaucoup de choses à dire sur différents plans, que ce soit sur le plan scientifique, mais pas seulement, sur le plan aussi politique, sur le plan juridique, social, avec la réglementation, et social, évidemment, et environnemental. En fait, c'est une molécule qui touche à tous les domaines, donc c'est la raison pour laquelle, en 2 heures, on ne fera que effleurer le sujet. Et on va vous donner... C'est une molécule qui touche à l'agriculture. Oui. C'est une molécule qui touche à l'agriculture. Et du coup, comment est-ce qu'on se nourrit?
c'est une question éminemment politique, éminemment sociale, et qui va nous emmener, qui peut nous emmener jusque tard dans la nuit. Oui, c'est ça. Et enfin, moi, de mon côté, je me suis suffisamment renseigné pour maintenant avoir un avis qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs, mais une idée un petit peu globale de la molécule. Et moi, ce que j'aimerais personnellement, c'est que pendant cette soirée, j'arrive à vous transmettre ce que j'ai pu comprendre pendant mes lectures et pour Pareil. avoir une idée un petit peu vraiment très générale. Et après, ça remplacera pas toutes les recherches que vous pouvez faire après pour vraiment avoir un avis plus juste. Parce qu'on va pas vous donner toutes les clés de compréhension pour avoir la vérité. D'ailleurs, vous ne sortirez pas de ce live en ayant la vérité sur oui, pour ou contre le glyphosate. Vous aurez juste quelques éléments à droite à gauche. En fait, le message, spoiler alert, pour moi en tout cas, ça sera de comprendre plutôt la complexité de cette molécule au niveau justement, au niveau toxicité, au niveau presque politique aussi. Et voilà, comment elle s'inscrit dans les débats actuels, quoi. Ouais. Voilà. Bonsoir à vous, je suis le FBI et j'aime la science. Eh bien, bienvenue le FBI ou du Bled, pardon. J'espère que je vais pas recevoir un raid chez moi là, on sait jamais, à tout moment le chat, l'émission peut s'arrêter. Ouais, me faire souhaiter. Il y avait Kofi qui commençait avec une question, qu'est-ce que le glyphosate et pourquoi? Eh ben, le glyphosate, je pense qu'on peut switcher. Question troll, mais nous on adore prendre les questions, qu'elles soient troll ou pas. Bah, il a mis un lul. Il a mis un lul. Donc qui dit lul dit voilà. Alors, c'est plus le et pourquoi en fait qu'on va devoir. Pourquoi le glyphosate? Quel est son réseau? Quels sont ses réseaux? La molécule, elle est telle que je la présente sur mon écran. Tu peux la. Ouais, bien sûr, je la montre. Cette molécule, c'est une molécule organique. On en a parlé un petit peu quand on a parlé du chloroforme. En chimie, on a deux pans de chimie qui se parlent. On a le pan de la chimie minérale et de la chimie organique. La chimie minérale, ça va être toute la formation des pierres, des roches, tout ce qui n'est pas vivant finalement. De certains gaz, voilà. Ouais. Et la chimie organique, ça va être la chimie du carbone dans sa construction biologique. Le carbone peut former des chaînes qui vont former des molécules organiques qui vont avoir des effets sur le vivant parce que le vivant se base sur le carbone, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, que ce soit les champignons. On a du carbone qui forme des enveloppes, qui forment des membranes cellulaires, et à l'intérieur de ces cellules, on a des réactions organiques qui permettent de fournir de l'énergie à l'individu, à la cellule et à l'entité entière, que ce soit des arbres, des plantes, des buissons, des humains ou des petits chats. Et le glyphosate, c'est cette molécule-là qui est une molécule plutôt complexe. C'est une des molécules les plus complexes qu'on ait vues, peut-être avec la nitroglycérine. La nitroglycérine partait un peu dans tous les sens, c'est le cas de le dire, mais elle avait une structure assez symétrique. Là, le glyphosate, on va avoir 3 atomes de carbone en gris ici sur votre écran, un atome d'azote en bleu, des atomes d'oxygène en rouge et un atome de phosphore qui va former un groupement avec les oxygènes autour de lui, qui va former un groupement phosphate. C'est ça. Donc on a déjà une variété d'atomes qui sont très différents. Je rappelle aussi à toute fin utile qu'une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Donc dans Formule Brute, je réponds en même temps à la question du FBI du Bled. Dans Formule Brute, c'est une émission régulière dans laquelle on aborde à chaque fois une molécule différente. Et la molécule du jour, donc c'est le glyphosate. Et une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Donc on peut le voir comme des pièces de Lego. Chaque pièce est un atome qu'on va assembler les uns avec les autres. Ça va former une structure. Et la structure entière, c'est ce qu'on appelle la molécule. Là, on vous présente une molécule avec plein de boules. Les boules sont les atomes. Et ces atomes, ils ont différentes couleurs pour représenter différentes sortes d'atomes. Comme tu l'as dit, en gris, il y a les atomes de carbone, mais vient se joindre à eux d'autres types d'atomes. En particulier, il y a les blancs qu'on a l'habitude de voir, c'est les atomes d'hydrogène. En rouge, ça va être les oxygènes. Donc ça, c'est des atomes assez classiques de la matière organique. Il y a aussi l'azote en bleu, dont je n'ai pas parlé, mais qui fait partie aussi des éléments de la matière organique. Et le phosphore,
qui est aussi un élément de la matière organique, mais qu'on voit un petit peu moins, qu'on a moins vu en tout cas dans Formule Brute, et qui est représenté en orange. Donc c'est un peu la première fois dans Formule Brute qu'on parle d'une molécule qui a en fait plusieurs atomes différents. On appelle ça hétéroatome, voilà pour la petite anecdote. Et donc ça donne des propriétés qui sont très particulières à la molécule. Qui peut du coup faire certaines réactions chimiques au niveau biologique. Parce qu'en fait, oui, on peut en parler. En fait, l'origine même du mot glyphosate, il viendrait de la contraction de deux mots, de deux autres molécules, qui sont d'un côté la glycine et de l'autre le phosphonate. Alors il faut savoir, si tu peux les afficher vite fait, que en gros, les chimistes ne s'emmerdent pas trop à nommer des fois certaines molécules. Pour faire du glyphosate, c'est comme si vous preniez la glycine, donc c'est la molécule qui est en train de montrer Sylvain, et vous prenez cette molécule-là et vous la collez avec du phosphonate. Et grossièrement parlant, si vous collez les deux bouts, ça vous fait du glyphosate. Bon, au niveau chimique, c'est pas au niveau synthèse, on produit pas forcément le glyphosate, c'est pas aussi simple, mais grosso merdo, c'est un peu ça. Alors, pourquoi en parler? Parce que la glycine... a la partie gauche. Ouais. On a la partie gauche du glyphosate ici jusqu'à l'azote, qui est en fait une molécule de glycine. De glycine, c'est ça. Pourquoi on en parle, pourquoi on rentre dans ce détail-là? Parce que en fait, la glycine, c'est un acide aminé, c'est le plus simple des acides aminés. Et merci, même sans rentrer dans les détails, oui, c'est vrai, ça, je n'avais même pas vu. Poloche, elle pré-shot ce que je vais dire à chaque fois. En tant qu'acide aminé, qui est extrêmement simple, oui, les acides aminés sont des briques du vivant. En fait, ça fait partie des molécules que le vivant utilise beaucoup à foison. Et donc, vous imaginez bien qu'une molécule comme le glyphosate qui possède une partie qui ressemble à la glycine, bah, ça va être une molécule qui va ressembler déjà à la glycine, donc qui va ressembler à une molécule du vivant, quoi. Donc déjà, rien que en regardant la structure de la molécule, on sent qu'elle peut avoir un impact sur justement les organismes vivants. Voilà. Et pourquoi est-ce que la glycine est un élément très important pour le vivant? C'est parce que, donc, vous l'avez dit, c'est un acide aminé. Les acides aminés, ce sont des blocs, des briques préfabriquées, c'est des molécules préfabriquées qui existent, qui permettent, en les mettant bout à bout, de former des protéines, de former des enzymes, de former des macromolécules qui vont avoir un effet. L'hémoglobine, on l'a un peu traité sur mon live, l'hémoglobine est une protéine qui est formée d'acides aminés qui sont synthétisés par l'ADN. Donc l'ADN, c'est notre mode d'emploi, c'est notre fascicule Lego, où on va avoir étape 1, telle production, étape 2, tel bloc, étape 3, tel bloc. Et ensuite, dans le cytoplasme de la cellule, on va pouvoir aligner bout à bout ces acides aminés, ces petits blocs, et ces acides aminés vont prendre une forme 3D qui va avoir un effet. Et la glycine est un acide aminé là-dedans. Et ensuite, le glyphosate va avoir aussi un effet sur une enzyme très précise dans le développement des végétaux, des jeunes végétaux tout particulièrement. Et en plus de ça, il va avoir une propriété qui va être assez importante, c'est que cette molécule va pouvoir se tourner autour de l'azote ici et pouvoir former une espèce de pince qui va pouvoir enserrer un ion minéral. Tu vas vite dans... Ouais, tu vas trop dans les détails, je pense. Il y a deux questions dans le chat qui rejoignent la question justement du danger pour les sols. Et est-ce que c'est... Alors, on va les évoquer, ces questions, probablement assez rapidement. Donc, il y a à la fois la question environnementale, de savoir est-ce que ça a un impact sur les sols, sur les eaux, sur la dangerosité pour l'environnement. Et aussi pour les utilisateurs qui sont essentiellement les agriculteurs, mais ça peut être aussi des particuliers. Là, tu as évoqué deux choses où tu es allé un peu loin. En fait, c'est ces deux éléments en fait, qui sont des applications directes du glyphosate. D'un côté, il y a quelque chose que vous connaissez très bien, c'est son caractère herbicide. Il est connu pour ça, le glyphosate, pour tuer les plantes.
Mais avant, en fait, qu'il soit historiquement parlant, avant qu'on découvre sa qualité d'herbicide, il était en fait utilisé pour en fait, comment on dit, je vais retrouver supprimer les dépôts minéraux dans les tuyauteries. En fait, il était avant utilisé pour déboucher, si vous voulez, certaines tuyauteries dans lesquelles il y avait tout un tas de minéraux, de métaux qui finissaient par s'accumuler et boucher les tuyauteries. Donc on l'injectait dans ces tuyaux et en fait, avec sa forme justement très particulière, il pouvait se plier, se mettre sous forme de pince. La molécule pouvait elle-même se mettre sous forme de pince, comme tu l'as dit. Je vais essayer d'en faire une vite fait avec mon modèle moléculaire. Je sais pas si tu as besoin de... D'accord, je vais blablater un peu. En gros, on va peut-être pas rentrer dans ce détail à ce point-là, mais c'est intéressant de voir qu'une molécule aujourd'hui connue pour son caractère herbicide ne l'était pas jusque-là. D'ailleurs, pour parler un peu d'histoire, parce qu'on est sur la route, sur le penchant un peu historique, elle a été découverte en 1950, la molécule. Enfin, je parle d'une découverte, mais il me semble pas qu'elle existe dans la nature. Je crois pas l'avoir vu, en tout cas, une explication sur une origine naturelle, mais plutôt peut-être une production en laboratoire. Donc, on parle plutôt d'invention plutôt que de découverte. Donc, 1950, par le chimiste suisse Henri Martin, si vous voulez tout savoir. Et en fait, le premier brevet n'a pas été déposé par Monsanto, contrairement à ce qu'on peut penser, mais par une autre entreprise qui justement l'utilisait pour déboucher les tuyauteries. Premier brevet qui date de 64. Et ça a été qu'à partir de 74 que Monsanto est arrivé sur le marché et a produit son fameux herbicide Roundup sous la marque Roundup qu'il a breveté. Et donc à partir de 74, il est devenu initialement le seul producteur d'herbicides à base de glyphosate. Le truc, c'est que jusque dans les années 2000, le temps que le brevet soit expiré, et à partir des années 2000, à partir de 2000, je crois, le brevet est tombé dans le domaine public, et donc il y a pu avoir d'autres industriels qui se sont emparés de la formule, enfin du moins de la molécule, pour en faire des herbicides. Voilà. Alors, il faut savoir que même si ça existe depuis 1974, le problème autour de son caractère dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine a déjà commencé à exister, on va dire. On a commencé à se soucier, à émerger. On a fait des observations. Ouais, dès les années 80, en fait. C'est-à-dire qu'il a suffi quelques années d'utilisation pour commencer à avoir des doutes sur son utilisation. Et donc, ça fait depuis les années 80 qu'il y a un ensemble de papiers qui s'accumulent, des papiers qui ont été produits par des équipes de chercheurs qui sont affiliés à différentes entités. Vous imaginez bien qu'il y a... Y compris à Monsanto, d'ailleurs. Y compris Monsanto, qui a ses propres laboratoires de recherche. Et c'est là où ça devient compliqué, la question de... la toxicité de cette molécule-là, parce qu'on a des papiers qui proviennent de vraiment différentes institutions, différents organismes qui ont parfois justement qui peuvent avoir forcément des conflits d'intérêts. Puisque on peut bien se douter que des recherches qui sont faites dans le cadre privé par Monsanto ou financées par Monsanto puissent avoir une partialité scientifique un peu discutable, quoi. Enfin une impartialité discutable plutôt. Voilà. Justement, Kofi, tu dis le truc qui bute des plantes, si t'en bois, ça risque de pas bien se passer. C'est pas aussi simple que ça, parce que le sel, ça bute les plantes. Et pourtant, faut pas boire de l'eau de mer, mais on en a besoin aussi pour vivre. Donc, il y a vraiment des fonctionnements, des fonctionnalités, des métabolismes différents entre une jeune pousse et une jeune pousse. Entre un enfant et une plante, quoi. Et une plante qui sort de sa graine. Donc, on a vraiment des discussions qui sont utiles où un herbicide pourrait être super efficace contre les plantes et pas dangereux pour l'humanité. C'est juste que là, le glyphosate, il est très efficace. On va voir pourquoi. Ouais. Merci beaucoup, Arcaton.
Oui, je voulais rebondir sur ça, vas-y. sur le côté c'est dangereux pour les plantes, pourquoi ça serait dangereux pour les humains. En fait, c'est une remarque tout à fait pertinente qui a été invoquée au début parce que on s'est pas soucié tout de suite du problème du glyphosate pour la santé humaine ou même animale, parce que le règne animal et le règne végétal, c'est quand même deux règnes différents, évidemment, mais c'est aussi deux manières de fonctionner au niveau du vivant. Il n'y a pas exactement les mêmes métabolismes. Et c'est vrai qu'en un sens, cette histoire, tu l'as évoqué tout à l'heure, de dérèglement du métabolisme, en particulier dans le fait que le glyphosate, il va inhiber la production d'une certaine enzyme, donc c'est une certaine molécule qui elle-même va en fait permettre de produire plein de composants essentiels de la plante, dont des acides aminés. Bon bref, c'est du détail. Ouais. En fait, ce mécanisme-là n'existe pas chez les animaux. En fait, c'est quelque chose de très spécifique à plein de plantes. Et c'est pour ça que pendant un temps, enfin même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, pour défendre l'utilisation du glyphosate, vont dire oui, mais en fait, là où ça tue les plantes, ça a moins d'impact sur les animaux. Parce qu'on n'a pas ce mécanisme-là, où ça inhibe pas, ça fait pas ce problème-ci, tu vois. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes avec l'utilisation du glyphosate. Mais en tout cas, c'était un argument qui a été invoqué au début, quoi. Comment est-ce que fait le glyphosate pour déboucher des canalisations? Donc là, il y a ma molécule de glyphosate. Qui était l'application première, avant que ça devienne un l'application première. L'application première du glyphosate, c'est ça. J'ai ma molécule qui est là. Et cette molécule, on voit qu'il y a des axes gris sur mon modèle moléculaire. Ces axes gris, ils peuvent tourner autour d'eux-mêmes. On peut avoir des rotations qui se font. Et ces rotations, elles existent dans la nature. On peut l'écrire de manière linéaire pour visualiser l'allure générale de la molécule. Mais cette molécule, elle peut très bien se présenter, tourner sous cette forme-là, où on va avoir des atomes qui vont se repousser, qui vont s'attirer, qui vont s'orienter de différentes manières. Et cette propriété-là de former une espèce de pince qui va pouvoir venir englober d'autres molécules, c'est ce qu'on appelle la propriété de chélation, de former une pince qui va venir enserrer une molécule ou un ion qui va venir le fixer, et on va se retrouver avec une dissolution du minéral, de l'ion, par cette propriété de pince qui va pouvoir se faire avec cette molécule. Ouais, et donc, mélanger du glyphosate à une canalisation va permettre de dissoudre le tartre, de dissoudre le calcium le calcaire qui vient se développer, parce qu'on va pouvoir enserrer l'ion de calcium au centre de cette pince moléculaire qui va lui permettre d'extraire finalement le métal et le minéral. Et d'être emmené par l'eau une fois qu'on tire la chasse. Ouais, c'est ça. Par exemple, le calcaire, c'est du carbonate de calcium. Donc, en fait, c'est un solide. Le calcaire, vous imaginez un peu ce que c'est. C'est ce qu'il y a au fond de votre bouilloire. Petite poudre blanche. Une petite poudre blanche. Et en fait, ce que va faire la pince, le glyphosate, c'est qu'il va vraiment capturer le calcium. Par exemple, il va s'insérer, prendre le calcium et va du coup complètement dissoudre le squelette le carbonate de calcium, donc ce minéral-là. Et donc, il peut du coup facilement déboucher, du moins enlever plein de matières minérales qui pourraient boucher la canalisation. Tout à fait, le calcaire, c'est les crédits du tableau. Effectivement. Le desktop fonctionne de la même façon? Pas du tout. Non, c'est pas le même. Ça va plus jouer sur les acides et les bases pour dissoudre les. C'est pas le même type de mécanisme. Voilà. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse sur ça, mais voilà, c'était juste à titre indicatif. Ça va avoir une propriété, ça va avoir une utilité assez intéressante de pouvoir expliquer ça, parce que au final, au moment où le glyphosate va venir interférer avec l'enzyme dans la plante pour tuer la plante, pour tuer les mauvaises herbes, on va avoir une conformation qui va devoir changer aussi pour le glyphosate et pour l'enzyme, et du coup ça va désactiver l'enzyme. On y reviendra quand on arrivera à ce je n'avais pas lu cette partie-là, mais c'est intéressant que tu aies étudié la question, parce que moi je ne l'ai pas fait, donc tu pourras un peu expliquer comment on dit. Cette petite parenthèse de Nairi, effectivement, j'avais lu sur Wikipédia qu'il y avait pas mal de suicides au glyphosate. En fait, il y a une partie des morts qui sont tout simplement dus à des agriculteurs qui se suicident en buvant, parce que c'est une molécule qui reste très toxique par ingestion. Et puis,
de manière générale. Il y a aussi que le glyphosate, il n'est pas pur dans le Roundup. Quand on dit je traite mon champ au glyphosate, c'est pas que du glyphosate, parce que justement, cette molécule, elle a des propriétés. Attends, je vais remettre. Tu vas remettre. Toi, tu as peut-être toujours mon écran. Mais cette molécule, c'est une molécule organique, mais comme on le voit, c'est une molécule organique qui a peu de carbone. Ça va entraîner deux trucs. Ça va entraîner que, comme il y a beaucoup d'oxygène et un phosphore, et un ion phosphate en particulier, ça va causer un truc, c'est que cette molécule, elle est très polaire. Ça veut dire qu'elle va avoir des côtés plus et des côtés moins. Le phosphate, ici, va être un gros pôle moins, un gros pôle négatif sur la molécule. Et de l'autre côté, on a ces deux oxygènes qui vont avoir tendance à être globalement moins aussi. Et donc, ça va causer un truc, ça va entraîner une propriété, c'est que cette molécule, elle est très miscible, elle se mélange très bien avec l'eau. Ouais, elle est très soluble dans l'eau. Et du coup, ça fait comme une sorte de... Tu parles de pôle moins, de pôle plus, un peu comme une pile, entre guillemets, quoi. Ça fait un aimant, ouais. Un aimant. On parle plutôt d'un aimant ou qui a un pôle... Alors, quand on parle d'un pôle négatif, c'est parce que c'est un endroit de la molécule où les électrons ont tendance à plutôt aller dans ce coin-là. Il y a une plus grosse densité électronique dans cette zone-là. C'est-à-dire que les atomes de ce coin-là où il y a le phosphore, ils ont tendance ces atomes ont tendance à récupérer les électrons autour d'eux. Donc, les électrons vont se concentrer du côté du phosphore. Donc les électrons sont de charge négative, donc ça va créer un pôle négatif. Et de l'autre côté, où il y a la fonction qu'on appelle acide, mais on s'en fout un peu, en gros, ça va appauvrir l'autre côté en électrons, donc plutôt créer une charge positive du coup, comme il y a moins d'électrons. C'est ça. Okay. Et cette propriété-là fait que le glyphosate est très soluble dans l'eau. Et ça entraîne une autre propriété, c'est que la surface des feuilles de la végétation qu'on veut traiter, c'est une surface organique. Ce sont des cellules qui forment la surface comme de la peau. Ça va être des cellules qui vont former ça. Donc la membrane des cellules, c'est du carbone, c'est des lipides, c'est une bicouche lipidique, on dit. Mais ce sont des molécules de longue chaîne de carbone qui forment cette membrane des cellules. Et donc ça entraîne un truc, c'est que le glyphosate tout seul ne s'accroche pas du tout à ces membranes, qui sont grasses en fait, parce que c'est des membranes qui sont grasses. C'est comme l'huile et l'eau, si vous voulez. Le glyphosate, c'est l'eau et la plante, c'est l'huile, en gros, dans l'analogie. Et quand vous versez du glyphosate dessus, en fait, il va glisser comme un nulos sur la plante. Imaginez, il tombe sur une feuille, comme ça, il va faire non. Il va tomber comme ça, comme une vieille merde. Et il va pas pouvoir rentrer à l'intérieur de la feuille directement, ou difficilement du moins, parce que c'est un peu incompatible, quoi. Poloche, tu as raison d'être pointilleuse, mais la paroi de cellulose, ça va être le même combat. Le cellulose, ce sont des structures en carbone, et le glyphosate ne va pas pouvoir adhérer à ça. Et en plus de ça, dès qu'on va mettre de l'eau, dès qu'il va pleuvoir, par exemple, le glyphosate va se mélanger à cette eau parce qu'il est très soluble dans l'eau, de par la propriété des pôles des propriétés polaires de la molécule. Et donc, on va laver le glyphosate de la surface des feuilles, alors qu'on voudrait que ce glyphosate il rentre dans la feuille pour pouvoir agir sur les enzymes dans la cellule des feuilles. Et donc, il va falloir mélanger ce glyphosate à des produits qui vont lui permettre d'adhérer à la surface des feuilles, de pénétrer dans la cellule et de venir déranger l'enzyme dont on pourra peut-être parler, mais c'est pas très intéressant. C'est un tout petit paramètre qui fait que cette enzyme, elle permet de fabriquer des acides aminés dans la plante, en fait. Et c'est même à l'origine, c'est plus au départ même de la naissance de la plante, au moment où la pousse sort de la graine, qu'on veut attaquer ça. Si la plante est déjà développée, le glyphosate va être un peu inutile parce que la plante aura d'autres moyens de fournir de l'énergie, de fournir des acides aminés. J'ai une remarque de Kofi qui dit que la cellulose est bourrée d'hydroxyle. Bon, après, on va pas rentrer dans un débat d'experts. Moi, honnêtement, là, je suis dépassé. Il pose une question aussi sur l'histoire du corps gras généré par les plantes. Je laisse les gens qui connaissent du chat répondre. Pour le coup, j'ai pas trop d'idées. En fait, ce qu'il faut retenir de l'explication un peu technique là, c'est juste que de base, le glyphosate est pas très efficace pour se fixer et pénétrer dans la plante. On est obligé de rajouter des additifs en fait dans le produit qu'on appelle le Roundup justement. Il y a des additifs en plus
qui vont faciliter la fixation et la pénétration, en fait. Et c'est des produits qui sont différents, qui ont chacun leur rôle pour ça. Et d'ailleurs, c'est important de parler des additifs aussi, parce que c'est ce qui va rajouter en plus une couche de toxicité supplémentaire ou aussi une couche d'inconnu, parce que toutes les études qui ont essayé de chercher à étudier la toxicité des produits ne sont pas toujours focalisées sur le mélange, mais beaucoup sur en fait le glyphosate seul, parce que c'est toujours compliqué. On commence toujours par essayer de faire des études les plus simples possibles, c'est-à-dire en essayant de voir quelle est la toxicité d'un produit déjà seul. Mais vous imaginez bien qu'en mélange, ça complexifie les choses, parce que non seulement vous avez d'autres molécules qui sont présentes, et donc qui peuvent... Donc ces molécules-là, elles peuvent elles-mêmes être source de risque, de danger, mais en plus, il peut y avoir ce qu'on appelle un effet cocktail, d'avoir mélangé des molécules, un effet qui n'est pas présent quand les molécules sont séparées. Donc bref, c'est d'ailleurs une question qu'on va avoir avec le Roundup. Le glyphosate, on vient de le voir, il pénètre mal dans les cellules. Donc, c'est peut-être une molécule très toxique, mais si elle rentre mal dans les cellules, la menace est mitigée par cette propriété. Sur une grosse population de molécules, il n'y en aura qu'une toute petite partie qui rentrera peut-être par chance dans la cellule et qui causera des dégâts. Donc, il faut, dans la mesure des risques de toutes les molécules en général, il faut regarder à quel point le métabolisme de ce qu'on cherche à étudier, donc en l'occurrence le métabolisme humain, parce qu'on fait des études pour voir si c'est dangereux pour les humains avant de voir si c'est dangereux pour d'autres animaux, mais on regarde si le métabolisme humain est capable d'absorber ce glyphosate, et s'il l'absorbe, en quelle mesure est-ce qu'on va avoir des modifications du génome, est-ce qu'on va avoir des modifications des mécanismes cellulaires, etc. etc. Et donc, de base, là comme ça, à froid, le glyphosate, de par cette propriété de ne pas pouvoir rentrer facilement dans les cellules, il n'est pas si dangereux que ça. Par contre, une fois qu'il est rentré dans la cellule, on peut supposer qu'il va peut-être favoriser l'apparition de cancer. Oui. Et donc ça fait beaucoup d'inconnus dans la phrase. Ça fait beaucoup de peut-être et de conditionnel. Et voilà. Pourquoi on prend des pincettes? Parce que les études divergent là-dessus. Mais peut-être qu'on en parlera un peu après. Je voulais d'abord continuer sur la... Juste pour finir sur l'effet cocktail et sur les mélanges, comme le dit Poloche, beaucoup de gens qui ne sont pas contre le glyphosate sont OK sur le fait que le Roundup est pas bon parce que c'est pas le glyphosate lui-même, c'est le surfactant, c'est le mélange, c'est l'adjuvant qu'on va lui rajouter pour lui permettre d'adhérer à la surface, qui est lui-même toxique. Cette molécule, c'est le polyoxyéthylène-amine. Donc c'est un polymère qui est une longue chaîne de carbone. Là, c'est presque un plastique. Ça pourrait être presque un plastique qui vient s'ajouter au mélange pour lui permettre d'adhérer. Donc c'est une longue chaîne de carbone. Cette longue chaîne de carbone pourra adhérer à une surface cellulaire et favoriser l'ajout, la fixation. Là, tu parles de favoriser l'intégration du glyphosate dans la cellule. Là, tu parlais d'un exemple d'adjuvant ou d'additif pour ceux qui n'ont pas compris. C'est ça, hein, tu parlais d'un exemple d'additif qu'on met dans le Roundup. Voilà, un des additifs du Roundup et qui permet d'augmenter la fixation. C'est ça. Et cette molécule, c'est une molécule organique plus proche des lipides qui forment les membranes cellulaires, chimique, ça s'accroche. Elle pénètre plus facilement dans les cellules aussi. Et cette molécule-là, elle est cancérigène. En tout cas, on est plus d'accord sur le fait que cette molécule-là, elle est plus dangereuse que le glyphosate. Ouais. Et donc, Et d'ailleurs, c'est ce tensioactif, je crois, le polyoxyéthylène, qui a conduit en France à retirer depuis 2016 tous les produits à base de glyphosate qui en contiennent. En fait, ça permet de répondre un peu à la question de Fête Minimis qui demandait commercialement on trouve du glyphosate pur ou c'est du genre Roundup. Déjà pur, non, c'est pas possible. Je crois que tu peux pas, du moins pas en France. Tu t'en trouves que du coup en mélange dans des herbicides type Roundup. Et il faut savoir que le cas de la France est un peu particulier. On est un peu, sans rentrer trop dans les détails non plus historiques, mais on est un peu un des premiers pays à
européens à avoir commencé à interdire progressivement les herbicides. Mais je crois qu'aujourd'hui, au particulier le glyphosate, pour être plus juste au niveau des dates, voilà, en 2016, il y avait déjà une partie des herbicides qui contiennent des herbicides à base de glyphosate qui étaient interdits. Ces herbicides, ce sont ceux qui contenaient du coup ce fameux additif, parce qu'il était très toxique, le polyoxyéthylène, c'est ça. Et il s'en est suivi d'autres réglementations. En fait, toutes les infos sont disponibles, sont répertoriées sur Wikipédia. Moi, ça a été principalement ma source Wikipédia parce que c'est très complet. Il y a quand même pas mal de références et il y a l'essentiel des informations. Mais bon, bref, petite parenthèse. Après, ça a été le 1er janvier 2019, une autre date, si vous voulez la retenir, où c'est vraiment à partir du 1er janvier que le glyphosate, la vente du glyphosate est interdite pour les particuliers, mais encore autorisé pour les professionnels. Et donc c'est déjà scoopé d'une partie aussi du marché. Et ensuite, il y a eu d'autres, les années suivantes, je crois en 2020, en fait sous le gouvernement Macron, il y a eu aussi d'autres propositions qui sont passées de lois qui interdisaient progressivement différents produits à base de glyphosate. Aujourd'hui, je ne sais plus si on peut encore, enfin en tant que particulier, vous ne pouvez pas acheter du glyphosate, je crois pas. Mais je me demande si c'est encore possible d'en trouver en France, du glyphosate. Du Roundup, du Roundup, c'est possible. C'est une question qu'il faut demander au jardinier du dimanche. Et... Je crois qu'il l'avait interdit pour 2022, un truc comme ça. Ils avaient fait une année de test d'interdiction pour 2022. Mais honnêtement, j'ai pas assez suivi la réglementation. Je vous laisse me corriger et rapporter des choses. Parce qu'il faut savoir que voilà, la France est un peu un cas particulier dans le reste des pays parce que voilà, on est les premiers à vraiment avoir mis des mesures soit d'interdiction, soit de limitation. Parce que aussi c'est ça, il faut faire la distinction entre les deux. Il n'y a probablement pas une interdiction totale, mais au moins une limitation aussi de la quantité qui est distribuée, qui est pulvérisée dans les champs. Je trouve du Roundup sur le site de Jardiland. Voilà, il est disponible à la vente en magasin. Yes. Bon, bah voilà. Il y a du Roundup sur Amazon. Mais le Roundup est toujours sous clé au magasin, par contre. Bah voilà, c'est peut-être ça. Après, il faut peut-être une autorisation. Si vous débarquez dans le magasin et que vous voulez prendre un Roundup, je ne sais pas si vous pouvez aussi facilement le faire. Bon, bref. On va pas rentrer plus dans le détail de la réglementation parce qu'elle change, elle est vraiment changeante, surtout en ce moment. Moi, j'aurais une question. Bah, après, je sais pas si vous êtes plus au courant, mais je sais pas si là, avec le quinquennat de Macron, s'il va continuer dans ce sens-là. Parce que c'était vraiment une politique, c'était un choix de Macron au début de son quinquennat de dire normalement en 2021, fin 2021, il n'y aura plus du tout de Roundup dans le marché français. Au final, tu peux encore en trouver, mais bon, il y a toujours, entre ce qu'on promet et ce qu'on arrive à faire, c'est toujours plus compliqué, quoi. Mais voilà, je pense que je ne sais pas si dans son nouveau quinquennat, il va encore plus approfondir et pousser le truc. Probablement oui. Mais voilà. Sachant que justement la réglementation européenne n'est pas alignée sur ce que fait la France, c'est-à-dire que nous, on restreint beaucoup, on invoque plutôt le principe de précaution pour défendre, voilà, pour des questions de santé publique, ce qui est un choix voilà, pour lequel on peut ne pas être d'accord, on peut débattre autour de ça. Mais voilà, c'est un peu de ce que j'ai pu comprendre de la situation, on est un petit peu le vilain petit canard européen qui essaie de protéger ses populations. Ses populations, c'est ça, qui est un peu tout seul contre tous en disant si, c'est hyper dangereux, il faut qu'on arrête et qu'on le limite un maximum, voire qu'on l'interdise d'ici les prochaines années, quoi. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse pour répondre à la question de Fiat Minimis, mais il y avait une question de Synocia avant qui était très intéressante sur l'effet en fait du glyphosate sur les cultures. Comment ça se fait qu'il cible seulement les mauvaises herbes et pas l'herbe sur laquelle, et pas la plante sur laquelle on l'applique? Eh ben, en fait, il cible tout. Ce glyphosate, pour vous donner
l'action complète du truc. Le glyphosate, une fois qu'il a réussi, une fois que grâce aux surfactants, grâce aux tensioactifs qui lui permettent de rentrer dans les cellules des plantes, il va venir faire chier cette molécule-là, qui est une enzyme qui s'appelle le PSP, le PSP synthase. Donc son nom complet, c'est le 5-énol pire machin bidule là. On n'a pas besoin de le voir, on n'a pas besoin de le retenir. Et ce glyphosate, il va venir se placer au centre de l'enzyme et il va lui faire prendre une forme différente. L'enzyme va très légèrement vriller sur elle-même. Et du coup, la réaction que cette enzyme peut faire, parce que le principe d'une enzyme, c'est un petit ouvrier dans la cellule qui prend des molécules, qui leur fait faire des réactions chimiques, qui force des réactions chimiques, qui favorise des réactions chimiques. Et donc, la réaction que cette enzyme est chargée de faire, c'est cette réaction-là, c'est celle que je montre actuellement à l'écran. Tu la montres. Incroyable. Non, alors oui, attends, il faut que je... C'est technique, c'est pour les chimistes, ça. Ouais, c'est un peu technique, là. En gros, l'idée, c'est que le glyphosate, il est représenté où, là? C'est la deuxième molécule? Non, en fait, il n'est pas représenté là. Ça, c'est la réaction que l'enzyme est censée surveiller. Elle est censée favoriser cette réaction-là dans la plante, et cette réaction-là permet de faire des acides aminés, certains acides aminés dans la plante, et ces premières briques vont permettre de former des protéines qui permettront à la plante de se développer après. En fait, c'est une enzyme. En fait, les enzymes, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est un type de biomolécules qui vont être des sortes de médiatrices, des molécules qui vont aider certaines réactions chimiques à se réaliser. Et sans ces enzymes, en fait, ces réactions chimiques, elles se font à des vitesses extrêmement lentes. En fait, ça va être une accélératrice, en fait, une médiatrice, une accélératrice de réaction. Elle va permettre aux réactions chimiques d'aller plus vite, de se faire plus rapidement et donc de faire en sorte que tout se passe bien dans l'organisme, parce qu'il faut dans l'organisme quand même produire assez vite certaines molécules, ne serait-ce que pour se défendre, mais aussi pour grandir, pour croître. Il faut produire de la matière organique constamment. Et donc, en fait, les enzymes ont un rôle primordial en fait, dans la croissance de la plante et dans son métabolisme, dans le fait qu'elle arrive à fonctionner, à se défendre. Et en fait, cette enzyme-là, il faut absolument que la plante la produise. Sauf que, en fait, le glyphosate, il va inhiber la production de cette enzyme-là. Il va l'empêcher d'être produite. Moi, c'est ce que j'ai dit. Justement, non. Ah, c'est pas ça? Justement, non. L'enzyme va pouvoir se former, mais le glyphosate va venir occuper l'espace de travail à l'intérieur de l'enzyme où cette réaction se fait. D'accord. Et donc le glyphosate va inhiber l'action de cette enzyme, et donc il n'y aura pas de production d'acides aminés. La pousse d'herbe, enfin la pousse de l'herbe va mourir. Et comme le dit Tardidris dans le chat, c'est un désherbant total. Ces enzymes-là, elles sont très produites dans certains types de plantes, qui sont les monocotylédons, qui sont ces plantes-là, qui sont une famille de plantes qui quand le germe sort de la graine, forment une première feuille pour amorcer l'étape de photosynthèse. Et donc, dans ce petit planton-là, il y a énormément de notre enzyme PSP synthase, là. Et donc, si du glyphosate pénètre dans cette petite plante, la concentration on n'a pas besoin d'une grosse concentration de glyphosate pour inhiber l'action de l'enzyme et donc tuer la pousse au départ. Ça va complètement la saboter en fait, parce que c'est ce que dit CRISPR, c'est-à-dire que ça va interférer avec la production de certaines molécules qui sont essentielles pour la croissance de la plante, et comme ça va empêcher les molécules essentielles d'être produites pour que la plante croît, on peut s'imaginer que la plante ne croît pas, ou du moins finit par mourir un peu toute seule. Et le truc, c'est que du coup, en fait, en disant ça, en fait, on sous-entend que l'impact du glyphosate sera d'autant plus fort sur la plante que si vous en versez sur une jeune pousse en fait, en croissance. C'est ça. Et c'est pour ça que oui, ça vise toutes les plantes et ça peut foutre le bordel dans n'importe quelle plante, quasiment. Quelques exceptions près, parce qu'il y en a, en fait, il y a des plantes qui ont justement développé des résistances au glyphosate, mais on va y venir aussi. Mais du coup, cet effet, il va encore plus être présent sur les jeunes pousses. Donc si vous aspergez votre champ, mais que votre champ il est déjà à une maturité assez élevée, en fait,
dans une certaine mesure, ça va moins impacter votre champ de base que ce qu'il y a autour et ce qui est en train de pousser, quoi. Les fameuses herbes folles qui peuvent pousser à côté. D'ailleurs, j'ai appris un mot en lisant, en me renseignant un petit peu sur les herbicides et tout. Là, c'est le mot pour parler des fameuses herbes folles. C'est les adventices. Oui, je savais pas que ça se disait comme ça, les adventices. Le mot technique pour dire... Ouais, pour dire mauvaise herbe. Pour dire mauvaise herbe, oui, voilà. C'est ça. Comme le dit Poloche, du coup, la dose pour tuer la plante est beaucoup plus petite pour tuer une jeune pousse qu'une plante complètement formée. Du coup, la dose qu'on utilise, elle est plus optimale pour les petites pousses. C'est globalement ce qu'on essaye de chercher. Le bombardement de Roundup sur les cultures, il est assez intense. Il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a observé que le glyphosate, dans certains cas, dans certaines utilisations, notamment sur le coton et le soja peut-être, peut-être les betteraves, mais j'ai un doute, faudra me corriger, permet d'arriver à maturité plus vite. On a observé, il y a une observation qui a été faite, c'est que le glyphosate sur certaines plantations permettait d'arriver à maturité plus vite et de gagner quelques semaines sur le temps de récolte. C'est ça. Et on ne connaît pas le mécanisme. Donc là, on ne peut pas développer, c'est qu'on a observé ça, mais on n'a pas l'explication métabolique qui fait que le glyphosate permet d'arriver à maturité plus rapidement. C'est son côté, je crois qu'on dit dessicant, justement. En fait, c'est ce qu'on appelle la pré-récolte. Et c'est le fait que c'est une technique en agriculture, du coup, où vous allez appliquer le glyphosate pour non seulement vous débarrasser des adventices, c'est une chose, mais aussi effectivement comme accélérateur de récolte. Il faut savoir que cette pratique, de ce que j'ai lu, est interdite en Europe, mais est toujours quand même faite, est faite aux États-Unis et au Canada, qui l'utilisent plutôt à foison. Et alors c'est un peu ce qui est particulier, c'est que même si la pratique est interdite en Europe, ça ne nous empêche pas, nous Européens, d'acheter des produits canadiens et états-uniens qui ont été en fait pré-récoltés, quoi, qui ont utilisé, qui ont subi cette technique-là. Donc, d'ailleurs, il y a tout justement un peu une controverse et une histoire autour de ces doses de certains des récoltes qui sont très élevées, parce que justement le problème des aliments qui sont contaminés en glyphosate, ça on se doute, il n'y a pas encore, je pense, suffisamment de preuves, mais tout porte à croire pour le moment que l'abondance de glyphosate qu'on retrouve des fois dans des aliments proviennent surtout de cette pratique-là de pré-récolte qui sont faits par nos amis d'outre-Atlantique, quoi. Même si utiliser le glyphosate juste pour se débarrasser des adventices, ça rajoute une certaine couche, ça permet, forcément ça va foutre du glyphosate sur les aliments, mais la pré-récolte, c'est peut-être la pratique là qui est assez responsable de ce phénomène-là. Parce que comme vous en mettez avant que la plante soit complètement, on va dire, adulte, du coup, il y a plus de glyphosate qui va s'incruster à l'intérieur de la plante. Donc, c'est surtout que avant les plantations, quand tu veux préparer ton champ, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de culture actuellement dans ton champ. Tu bombardes de glyphosate pour tuer toutes les mauvaises herbes. Et ensuite, tu ensèmes, tu ensemences. Et donc, ton champ, normalement, il n'y a que la culture que tu veux. Et donc là, tu laisses pousser. Le glyphosate, il a le temps d'être délavé par les pluies, délavé par l'environnement. Et donc, quand tu récoltes, il y a moins de glyphosate sur ta pomme de terre, sur ta betterave, sur ton soja, etc. Et le fait de bombarder de glyphosate quelques semaines avant la récolte, ça va entraîner qu'il y aura mathématiquement, il y aura plus de glyphosate sur tes fruits, sur tes récoltes, et donc tu vas retrouver des traces ensuite dans les chaînes de production successives jusqu'au consommateur. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, il y a quand même des réglementations, parce que le phénomène de pré-récolte, en fait, cet impact qu'a le glyphosate quand il est utilisé en pré-récolte a longtemps pas été trop évalué.
Mais jusqu'à maintenant, il commence à être considéré et il y a quand même des mesures qui ont été mises en place pour limiter ça. En particulier le fait que tu as une limite de jours. En fait, normalement, il faut le faire 7 jours. Enfin, il faut appliquer le glyphosate 7 jours avant de récolter, tu vois. Donc, à un moment où, normalement, on s'approche de la maturité quand même de la plante. Et en fait, si tu le fais encore plus tôt, il y a plus de risques que le glyphosate s'accumule. Et en fait, le problème de ça, c'est que, bon, c'est un problème pour les consommateurs, mais même d'un point de vue réglementaire, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la LMR, donc la limite maximale de résidus qui existe, qui est en fait une limite réglementaire qui permet d'autoriser ou pas un produit à être vendu, à être commercialisé. Et cette LMR, donc c'est une quantité, on va dire, c'est une concentration pour être plus précis, une concentration dans le cas du glyphosate qui est située aujourd'hui à 0,1 mg par kilo, je crois, en France. En fait, c'est pareil, cette valeur en fait seuil, elle dépend aussi des pays et des réglementations. Mais pendant un moment, elle avait été augmentée. Donc plus c'est haut et plus c'est dangereux, entre guillemets, parce que ça veut dire que si le seuil est très haut, vous pouvez commercialiser des produits qui sont chargés en glyphosate. Et pour la petite histoire, la demande de Monsanto avait demandé une élévation de la LMR à une certaine époque, parce que on n'avait pas du tout estimé le problème de l'accumulation de glyphosate. On pensait que ça n'avait pas d'impact sur les animaux. Et en fait, depuis que il y a quand même des études qui ont commencé à popper et à montrer que voilà, il y avait suspicion de cancer, etc. Il y a plein de pays qui a dit ah non, mais nous on va plus vous acheter. Maintenant on n'achète plus les produits canadiens ou américains si vous descendez pas la LMR à 0,1 quoi. Donc en fait 0,1 mg par kilo, alors qu'à un moment c'était à 10 mg par kilo. En gros, on s'en fout un peu des chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un facteur 100 entre les deux. Multiplié par 100, c'est énorme. En fait, c'est une quantité à 2 ordres de grandeur au-dessus. Donc, passer de 10 mg par kilo à 0,1, c'est une énorme baisse qui est vraiment pas du tout négligeable et qui permet quand même de pas mal protéger les consommateurs, quoi. Après, donc voilà. La LMR, elle est à relativiser parce que c'est une valeur politique. Et normalement, elle se base sur d'autres valeurs plus scientifiques qui sont que c'est le seuil de toxicité de la molécule. C'est la LD50, pour ceux qui bossent dans le milieu. On a d'autres valeurs qui sont des valeurs où on a l'apparition de symptômes toxiques à partir d'une certaine dose dans des animaux. Et quand on fait des tests sur les animaux, sur des rats, sur des souris de laboratoire, etc. Et quand on a l'apparition, quand on se retrouve avec une valeur, on a une certaine concentration pour arriver à l'apparition de symptômes chez des rats. Quand on transpose ça à des humains, on va déjà adapter cette valeur pour faire en sorte que la valeur qu'on a chez le rat ne se retrouve jamais, que la concentration qu'on a chez le rat ne se retrouve jamais chez un humain. Oui, et à partir de là, on peut mettre en place des valeurs seuil comme la LMR à partir de cette valeur scientifique qui est là. Donc, même si la LMR, elle est parfois fixée à 0,1 mg par kilo ou 10 mg par kilo ou 100 mg par kilo, elle doit normalement être constamment inférieure d'un facteur important à cette dose d'apparition des symptômes qu'on a observé chez les animaux sur les tests animaux. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que dans ces tests-là, on voit que le glyphosate a un effet carcinogène, cancérigène, chez peut-être dans un type de cancer précis chez les animaux. Et donc, c'est compliqué, c'est un processus très long d'obtenir cette valeur précise d'apparition des symptômes chez les animaux et la transposition vers les humains. Et donc, on est dans un moment un peu flou où il faut que il faut faire des réglementations. En fait, c'est ça. C'est qu'on a besoin de mettre des règles et des réglementations parce qu'on soupçonne qu'il y a un problème. En fait, on n'est pas aveugle de l'impact de cette molécule-là. Mais le problème, c'est que pour fixer une limite, il faut qu'on ait des arguments scientifiques.
Et donc faire des études, suffisamment d'études en laboratoire avec du coup sur des animaux malheureusement, pour être capable d'évaluer le réel impact de cette molécule-là en conditions qu'on qualifierait représentatives pour faire le parallèle entre nous quand on consomme du glyphosate par des aliments qu'on achète et les animaux de laboratoire qui mangent. Vous ne pouvez pas tout simple juste injecter du glyphosate dans une souris avec une seringue, quoi. Ça serait pas représentatif de ce que subissent les consommateurs. Et c'est tout là un petit peu la difficulté de la science en fait, de mettre en place des protocoles qui soient représentatifs de ce que nous subissons au quotidien au niveau du glyphosate. Et ces protocoles, comme le dit CRISPR, ALD50, c'est la concentration c'est une dose, c'est la valeur de la dose qui fait que 50% des individus à qui on l'a injecté meurent. C'est ça, et d'ailleurs je l'ai pour le... C'est assez violent. Je l'ai pour le glyphosate, c'est 1% du poids corporel. Donc vous prenez votre masse corporelle, si vous faites en gros 50 kilos, ou 100 kilos, vous faites 100 kilos, c'est plus facile pour les calculs. Vous faites 100 kilos, si vous prenez 1 kilo de glyphosate... c'est même au-delà de ça, si votre métabolisme assimile 1 kilo de glyphosate. Et on a dit que l'assimilation était très difficile. Ouais. Assimile vous mourrez. C'est énorme, non? Ouais, c'est beaucoup. Bah ouais, c'est énorme. Beaucoup. Donc il faut vraiment... C'est pour ça aussi que c'est controversé. Pas les 10 mg par kilo. En fait, si ça tuait aussi facilement, aussi rapidement, on l'utiliserait pas du tout. Il serait interdit. 1%, c'est énorme. C'est qu'il faut vraiment beaucoup. Et en plus, de ce que j'ai vu dans les descriptions de ces études-là, c'est que ça a pas de... Il faut en mettre beaucoup pour voir vraiment un effet qui soit quasiment instantané. Tu sais, on distingue un effet chronique d'un effet sévère, tu vois. Et l'effet sévère, il est difficilement observable si on bourre pas la quantité, quoi. Mais ce qui est dangereux dans le cas de l'environnement et des humains, c'est en fait l'effet chronique, quoi. Et ça, c'est extrêmement difficile à évaluer parce que souvent, c'est des échelles de temps, on n'a pas de recul, c'est des échelles de temps assez longues. Et pareil, la difficulté de savoir comment il faut être exposé à la molécule pour voir si elle peut avoir des effets ou pas, quoi. La dose fait le poison, tout ça, exactement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Et voilà, les effets toxiques immédiats sont faibles en fait, même à haute dose. Ou alors il faut vraiment bourrer la dose pour qu'on voit quelque chose. Ouais. Et ça va être sur une étude progressive sur probablement des jours voire des semaines qu'il faudra étudier les organismes et voir comment ils évoluent à la suite de ça, tu vois. On note cependant une réduction notable du poids corporel et du poids du foie apparemment. Quand même, on maigrit. Donc, une solution si vous avez des problèmes pour perdre du poids. Non, c'est faux. Je suis pas sûr que ce soit le bon poids. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution de ton foie que tu veux perdre. Ils disent aussi le poids corporel et du poids du foie. Il y a les deux. Mais ouais, bon. Enfin, bon, d'accord. La dose fait le poison, tout ça. Oui, voilà, il y a cet aspect-là. Il y a quelqu'un qui demandait plus avant dans le chat s'il y a des expériences qui ont été faites quand même sur des animaux pour voir l'effet que ça a fait. Donc oui, en fait, il y en a eu quand même plein. Et les résultats sont pas beaux à voir, en fait. Enfin, je veux dire, c'est difficile. On va pas prendre au cas par cas toutes les études parce que non seulement moi je les ai pas lues et j'ai juste vu des résultats à droite à gauche qui sont exposés. Il y en a beaucoup trop. Mais en fait, il y a plusieurs aspects de la molécule qui ont été étudiés. Enfin, en fait, la toxicité d'une molécule. Une molécule peut être toxique pour plusieurs raisons, tu vois. Et pour son côté cancérogène, du coup, peut favoriser l'apparition de tumeurs et de cancers. Pour son aspect aussi problème au niveau reproduction, en fait, réprotoxique, le fait que en fait, tes gamètes que tu vas produire vont être altérées et vont te donner une descendance qui possiblement va avoir des problèmes, des dysfonctionnements. Donc voilà, en fait, la toxicité d'une molécule, elle peut être de différentes sortes, mais c'est ces différents volets qui ont été étudiés via différentes expériences. Et donc, parmi les phénomènes qu'on observe, il y a des malformations congénitales, perturbations enzymatiques ou hormonales, la perturbation aussi dans le cycle cellulaire. En fait,
la molécule va vraiment perturber le métabolisme à différents niveaux. Donc ça, c'est plus approuvé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait l'impact qu'a la molécule sur les animaux. Mais encore une fois, là, c'est un discours assez général que j'emploie. En fait, il faudrait se pencher sur les études au cas particulier et voir au niveau de la méthodologie de l'étude comment ils ont exposé les espèces au glyphosate. Quel type d'exposition? Est-ce que ça a été une ingestion? Est-ce que ça a été un spray? Est-ce que ça a été en quelle quantité, en quelle concentration, etc. Est-ce que c'est du glyphosate pur? Est-ce que c'est du Roundup? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un autre produit phytosanitaire, etc. Le stream où on apprend qu'il faut boire du glyphosate pour les lignes et pas se laver pour se protéger du soleil. C'est ça, bienvenue, hein. On est là, n'hésitez pas. On devrait ouvrir un cabinet de conseil. J'essaie de retrouver une étude sur les boosters auxquels le glyphosate est mélangé pour augmenter son efficacité. Mais c'est justement le problème, c'est que les études, elles sont soit sur des molécules très précises, soit Monsanto n'a pas intérêt à prouver que son glyphosate, que le Roundup, est dangereux. Et donc, on va avoir des études qui sont très précises sur le glyphosate, sur le polyoxyéthylène, etc., etc. Mais on n'a pas ou peu d'études sur le mélange de tout ça, et ça pose des problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes parce que l'effet cocktail est probablement présent et c'est extrêmement complexe, quoi. Voilà. Et au début du live, Fiat Minimi avait aussi posé une question sur le fait que le brevet du glyphosate soit tombé dans le domaine public en 2000 et que il y aurait une chasse aux sorcières pour son interdiction, pour que ensuite on puisse vendre un autre produit phytosanitaire qui soit lui sous brevet, et que du coup les lobbies font qu'on préfère le nouveau truc qui fait que on gagne plus d'argent avec ce nouveau produit. J'ai pas de réponse absolue à cette remarque, à cette question, mais le fait qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est quand même 20 ans après sa chute dans le domaine public. Oui. Donc, si on avait dû le faire interdire rapidement pour passer sur un autre produit phytosanitaire, on l'aurait fait dans les années 2000. Si on avait pu, en fait. Si on avait trouvé une alternative facile. Voilà. Et son étude toxicologique, elle a commencé dès les années 50. On a des rapports qui montrent que on peut avoir une activité métabolique du glyphosate qui va pouvoir entraîner certains types de cancers depuis un moment déjà. Donc, et Monsanto est assez au courant de ça d'ailleurs, parce qu'il y a toute une... C'est ça. Il y a tout un procès qui a été fait à Monsanto au début, je crois c'était pour l'aspect biodégradable, parce qu'à un moment ils ont prétendu que leur produit était biodégradable, alors qu'en fait ça a un impact sur l'environnement assez non négligeable, même si c'est effectivement métabolisé par des bactéries. En fait, c'est pas non plus il en reste quand même pas mal dans la nature, et en plus on en parlera de l'aspect environnemental un peu après, mais bon, bref, il y a eu toute une sortie de les Monsanto Papers, là, toute une sortie de papiers qui sont sortis et qui montrent qu'en fait Monsanto était bien au courant de l'aspect toxique de son produit, et a même fait un peu un peu fermer les yeux en fait sur des études qu'ils auraient dû faire pour montrer que leur produit était safe, quoi, tu vois. Et donc voilà, en fait, tout ça pour dire que personne n'est dupe dans l'histoire, quoi. C'est pas genre du jour au lendemain on s'est dit mais en fait c'est toxique. En fait, beaucoup de gens s'en doutaient ou le savaient, et beaucoup de personnes se sont tues pour justement permettre la vente du produit en masse et continuer d'amasser du pognon. Parce que, en fait, on l'a pas dit, mais c'est le Roundup, enfin le glyphosate, c'est la molécule, l'herbicide le plus vendu à l'échelle mondiale, et ça n'a été qu'en augmentation depuis qu'il a été mis sur le marché dans les années 80. C'est-à-dire que ça bourre, et ça bourre encore aujourd'hui. C'est le glyphosate, c'est l'herbicide par excellence qui est utilisé vraiment mondialement de partout, quoi. Donc
forcément, il y a des conflits d'intérêts, il y a une notion de profit assez énorme à se faire avec la commercialisation de cette molécule-là, quoi. Et donc, la question de CRISPR, du coup, une fois qu'on a dit que c'était dangereux dans l'absolu, est-ce que la question suivante ne serait pas, aux doses auxquelles on est exposé au quotidien, est-ce que c'est risqué? Et bien justement, CRISPR, c'est une question qui est traitée par des chercheurs de chez Monsanto probablement. Je travaille pas là-bas, je n'ai pas cette information, et même si je travaillais, je pense pas que j'aurais le droit de la divulguer, mais c'est aussi un domaine d'étude pour des chercheurs d'entités publiques qui vont bosser sur ce sujet-là et qui vont publier des rapports sur l'apparition de cancers chez des gens qui utilisent du glyphosate tous les jours, des agriculteurs notamment. Oui. Et donc, ces questions, elles sont répondues dans des papiers qui sont sortis en 2019, des articles qui sont sortis en 2019, et on observe qu'une exposition chronique, donc régulière au glyphosate pendant des années, favorise l'apparition d'un certain type de cancer, le cancer non hodgkinien. Voilà, un lymphome non hodgkinien. On demandera à Poloche d'expliquer ce que c'est que comme type de lymphome éventuellement. Mais nous, on va s'arrêter à là parce que on n'est pas du tout cancérologue. Voilà. Et ce sont des données qui ont été récoltées aux États-Unis et en Europe avec une collaboration internationale, notamment de l'INSERM, qui est l'Institut de recherche sur le cancer. Et on a deux papiers, en tout cas ces deux papiers-là que j'ai pu feuilleter, que j'ai pu lire, montrent qu'on aurait une apparition non négligeable de ce type de cancer chez des utilisateurs chroniques de glyphosate. Principalement les agriculteurs, quoi, en fait. Voilà. Au-delà de ça, on n'a pas observé d'apparition une recrudescence de ces cancers dans la population standard. Oui, c'est ça, dans les consommateurs. C'est vraiment des gens qui manipulent du Roundup et du glyphosate d'un point de vue, dans leur métier de tous les jours, qui font qu'on a cette recrudescence de ce type de cancer-là. Et c'est super dur de lier l'apparition d'une recrudescence de cancer à un type de molécule quand on est bombardé tous les jours de molécules, d'environnement, et cette recrudescence, elle est à mettre entre guillemets dans le sens, j'essaie de la mitiger dans le sens où ces deux rapports ont l'air bien construits, et voilà, mais ils ont l'air bien construits. Je n'ai pas l'expérience pour pouvoir juger de la fiabilité de ces rapports de la fiabilité absolue de ces rapports, mais ils ont l'air d'avoir été faits à différents endroits, avec différentes populations, et ils auraient prouvé que l'utilisation de ce produit phytosanitaire, le Roundup, pourrait entraîner que donc l'utilisation de glyphosate pourrait favoriser l'apparition de ce type de cancer. C'est ça. Alors il faut savoir que d'un côté, voilà, il y a ces recherches-là qui ont tendance à mettre en évidence le caractère toxique, mais il y a toujours des organismes et des industries qui clament, on va dire, l'aspect peut-être pas totalement inoffensif, mais l'aspect safe en fait d'utiliser ces herbicides. Et c'est le cas forcément de Monsanto, qui lui aussi a ses propres laboratoires de recherche, qui publie des papiers. Et là, c'est difficile de voir l'impartialité, enfin d'être garant de l'impartialité de ce que peut produire Monsanto, parce que forcément, ça les arrange de publier des articles qui vont dans leur sens et qui prouvent que leur produit est safe, alors que pour tout simplement qu'ils continuent de vendre. Et justement, une des techniques qu'a utilisé Monsanto pour que dans leur rapport, ils puissent être safe au niveau des États et continuer de montrer pas de blanche entre guillemets, c'est le fait de faire de la sélection de papier, ce qu'on appelle le cherry picking. Alors il faut savoir que le cherry picking, là j'accuse Monsanto d'en avoir fait, mais en fait de tous les côtés vous pouvez nous accuser. Là c'est pareil, on a parlé de 2 papiers de 2019, on a fait aussi du cherry picking parce qu'on a pris les papiers Exactement. Pour expliquer cette conclusion là. Mais pendant un temps, Monsanto a fait du cherry picking, donc c'est le fait de sélectionner les études qui vont dans votre sens pour arriver à la conclusion que vous voulez. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous les papiers
qui existent aujourd'hui, pour certains dossiers, Monsanto s'est contenté de prendre, on va dire, des anciens papiers qui sont faits avant, des anciennes publications qui sont faites avant 1985, de sorte à avoir des études qui ne sont pas suffisamment étayées sur la toxicité de la molécule et ainsi prouver quelque part, par manque de connaissances finalement, que la molécule n'est pas toxique. Donc ça fait partie des techniques. Je voulais pas, c'est pas que je veux pas, en disant ça, je veux pas pointer du doigt Monsanto en disant regardez, ils ont fait du cherry picking, c'est mal, parce que c'est une technique en fait que beaucoup de personnes utilisent et que même dans le camp des entre guillemets gentils, si on peut dire, Monsanto sont les grands méchants et ceux qui défendent la vie sont les gentils. On peut aussi s'amuser à ce jeu-là, et c'est marrant comme les parties, moi en lisant l'article Wikipédia, je me suis rendu compte que les controverses sont dans les deux sens. C'est-à-dire que on va accuser Monsanto d'être impartial et d'avoir fait du cherry picking ou d'avoir poussé la diffusion de fausses idées, de fausses images sur le glyphosate. D'ailleurs, en fait, pour la petite anecdote, Monsanto aurait investi 15 à 16 millions de dollars, je crois, dans une campagne de publicité, de communication pour essayer de redorer l'image du Roundup et du glyphosate. Et donc, bon, bref, tout ça, il y a des intérêts financiers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, dans toutes les controverses, chacun accuse l'autre d'avoir sélectionné les bonnes données, parce qu'aujourd'hui, objectivement parlant, la littérature est foisonnante de publications, et on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre. Il doit sans doute y avoir des bonnes méta-analyses qui essayent de faire un résumé de tout, mais c'est très compliqué de faire la part des choses entre les bonnes études et les moins bonnes études, et en plus, toutes les études peuvent être finalement controversées d'une certaine manière. Toutes les études, tu peux trouver des biais méthodologiques qui font que l'étude est incomplète en un sens, ne répond pas forcément à toutes les questions qu'on aimerait auxquelles elle essaye de répondre. Donc voilà, en fait, c'est plus ça que je voulais vous faire sentir, la complexité du sujet et le fait que vous soyez d'un côté ou de l'autre, vous pouvez reprocher, générer des reproches à chacun des organismes. Et il y a une vraie distinction, en fait, c'est un vrai débat, c'est pas qu'un débat à l'échelle de l'individu et des lobbies, etc. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des organismes un peu qui s'affrontent entre, grossièrement parlant, des organismes de recherche français, dont l'INSERM, justement. L'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Eux, ça va être un peu ceux qui ont vraiment mis en évidence la toxicité du glyphosate. Donc c'est une institut qui est nationale, donc qui est française. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que la France s'oriente vers une sortie du glyphosate et du Roundup. C'est parce que c'est un peu cocorico nos chercheurs qui mettent ça en avant. Et donc d'un côté on a l'INSERM qui a tendance à montrer ça, alors que de l'autre, pour caricaturer un peu, mais il n'y a pas que deux organismes, hein, de l'autre on a en fait faut que je retrouve le nom, je crois que c'est l'AESA, pour l'autorité européenne de sécurité des aliments. L'AESA, il y a l'OMS aussi. Il y a l'OMS, c'est très particulier. Avec le CICR, avec le CIRC. Ouais, c'est ça. Mais je voulais juste parler d'abord de l'AESA. L'AESA, donc l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui eux, en fait, donc c'est un organisme européen qui eux, en fait, sont de l'autre côté, du côté inverse, plutôt en disant non, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve. Enfin, c'est pas il n'y a aucune preuve, c'est qu'il est avec les preuves, avec tous les papiers qu'on a, pour eux, il est plutôt improbable que le glyphosate ait un impact sur le consommateur. Alors, ils disent rien sur les agriculteurs, ou s'ils disent quelque chose, c'est un autre discours, mais en tout cas, sur les consommateurs, actuellement, ils sont plutôt en mode c'est safe, donc on va continuer d'utiliser. Donc, en fait, pour caricaturer les choses, il y a un peu la France contre tous. L'Europe à son échelle, en Europe, en tout cas en Europe, c'est plutôt les Européens, la réglementation européenne qui est en mode non, mais c'est bon, tranquille, on continue, quoi. Et la France qui est non, faut sortir de là, quoi, c'est le bordel, c'est un peu ça. Et au milieu de tout ça, vous avez d'autres organismes, comme tu l'as dit. Il y a le CIRS, qui est assez intéressant, c'est le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. En fait, c'est l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a un organisme spécifique pour étudier le cancer. Et c'est ce genre de groupe qui va faire des méta-analyses, qui va rassembler les données de tous les labos, de tous les pays, et qui va ensuite émettre des rapports qui vont dire on vous conseille de faire ça. Mais l'OMS va pas faire des recherches elle-même, ils vont rassembler toutes les données, et à la fin, ils vont dire
on vous conseille de faire ci, faire ça, parce que c'est toxique ou pas, c'est ça. etc. Ils vont faire un peu comme ce que fait le GIEC aujourd'hui avec le climat, et ils essayent, où tu as un consensus. Le CIRS essaye de faire ça, d'avoir un consensus global à l'échelle internationale, du coup, parce que c'est une agence internationale, sur l'effet du glyphosate. Et moi, il y a un truc que j'ai lu sur Wikipédia. Est-ce que je peux juste, juste t'interrompre une seconde? Il y a Carly Saint-Roch qui, dans le chat, dit on marche un peu sur des œufs, vous n'avez pas l'air à l'aise, ni serein ni à l'aise. Mais en fait, c'est pas qu'on n'est pas à l'aise ou pas serein, c'est que on n'a pas d'avis. On n'a pas à prendre on n'a pas d'avis, on n'a pas à prendre parti pour ou contre le glyphosate. En fait, on essaye de vous apporter un moyen de regarder le sujet. Cette molécule, qu'elle soit toxique ou pas, au final, on s'en fout. C'est le travail derrière des chercheurs qui va être de savoir s'il a été bien fait ou pas. Parce que ce glyphosate, peut-être qu'il est toxique, peut-être qu'il n'est pas toxique, peut-être qu'il est cancérigène, peut-être qu'il n'est pas cancérigène. La question derrière, c'est est-ce que le travail il a été bien fait? Et je suis entièrement, manifestement d'accord avec toi. Si je lis entre les lignes, manifestement, tu es plutôt contre le glyphosate, même on s'en fout, mais le fait que Monsanto ait été au courant et qu'il y ait eu des rapports internes sur une potentielle toxicité dans les années 80 montre que déjà il y a un truc qui n'a pas été fait, qu'il y a un problème dans la démarche scientifique générale, et au-delà de ça, ensuite c'est une décision politique d'appliquer un principe de précaution en interdisant ou pas, parce que le principe de précaution, je peux très bien défendre l'utilisation du glyphosate en disant le principe de précaution du glyphosate, peut-être que cette molécule est toxique, mais elle est toxique à une valeur de 1% de la masse corporelle de l'individu. Et donc, moi, je peux dire, je n'utiliserai jamais, vous n'aurez jamais dans vos betteraves assez de glyphosate pour entraîner des problèmes dans votre métabolisme. Et donc, cette logique, elle est défendue par les industriels, évidemment, parce qu'ils veulent favoriser le fait qu'on utilise du glyphosate. Et vous avez des entités gouvernementales ou écologistes qui vont dire le principe de précaution voudrait qu'on n'utilise pas du tout de glyphosate et que voilà. Oui. Mais ça va entraîner des problèmes parce que le glyphosate, il est primordial dans le rendement qu'on a aujourd'hui dans les cultures agricoles, et on a des problèmes. Après, on a des problèmes de crise alimentaire parce qu'on n'arrive pas à avoir les mêmes rendements qu'on a si on n'utilise pas de glyphosate, entre les cultures qui utilisent du glyphosate et les cultures qui n'en utilisent pas. Je me suis un peu mélangé dans ma phrase, mais en fait, tu soulignes la complexité du sujet. En fait, personne n'est dupe, c'est-à-dire que tout le monde sait que c'est dangereux, que c'est controversé, et tout le monde sait aussi qu'il y a des lobbies, enfin ça aussi c'est faux, faut pas être aveugle non plus, évidemment que il y a de la mauvaise foi quand certains clament que c'est ok, qu'on devrait continuer de l'utiliser, etc. Évidemment, il y a des problèmes en fait, mais c'est toujours un débat entre quelle quantité de problèmes on est prêt à accepter aussi par rapport à ce qu'on y gagne. Et encore une fois, si le glyphosate n'apportait pas tout ce qu'il apporte en termes de productivité, en fait, on aurait changé depuis super longtemps en fait, juste par principe de précaution. Je pense que le principe de précaution est suffisant. Enfin bon, après c'est un avis un peu perso, mais c'est un argument suffisant qui peut être invoqué quand vraiment là, au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment de doute, enfin que c'est la merde quoi, au moins au niveau environnemental, tu vois. Après au niveau humain et consommateur, ça se discute. Au niveau des agriculteurs, c'est problématique. Mais ce que je voulais dire, c'est que pourquoi ça continue de faire débat, parce que on en est dépendant en fait. On est devenu dépendant d'une molécule qui est trop nécessaire pour la productivité, tu vois. Et le truc, c'est que c'est exactement le même problème avec les machins de synthèse là, putain en plus j'ai fait une vidéo dessus, les fertilisants de synthèse, voilà, comme le nitrate d'ammonium, c'est exactement la même problématique, c'est-à-dire que les fertilisants, ils vont apporter plein de problèmes au niveau environnemental, mais ils vont tellement permettre de produire et de subvenir à nos besoins en termes de population qu'on en est devenu dépendant, et qu'il faut trouver des manières de faire une transition qui soit correcte sur tous les plans, quoi.
Et voilà, en fait, si la solution était simple, on l'aurait déjà faite. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas les clés. On est tous les deux pas du tout spécialistes de cette question-là pour avoir une vision qui soit suffisamment rigoureuse de la situation et vous dire oui, non, il faut sortir du glyphosate et oui, il faut l'accepter. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je rejoins aussi, je suis assez d'accord avec l'avis de TFA qui parle du fait d'inonder le monde scientifique d'études. C'est une manière de noyer le poisson un peu, et du coup, comme on sait pas, enfin comme il y a du pour et du contre, bah du coup on stagne et on a un peu ce biais de statu quo, tu vois, où on reste dans. Je suis assez d'accord avec cette idée là. D'ailleurs, la fabrique de l'ignorance, c'est pas mal. Le statu quo, il est présent parce qu'il y a des décisions politiques derrière. Si on a un statu quo, oui, bien sûr. Si on a un statu quo normalement, enfin, si on discute tous les deux et qu'on a un statu quo avec moi je suis pour, moi je suis contre, la conclusion c'est pour le moment on l'utilise pas. Et donc on verra plus tard. On verra avec une avancée des sciences. Le principe de précaution qu'on essaie de décrire depuis tout à l'heure, ce serait plutôt on l'utilise pas et on voit avec le recul si aujourd'hui on a une recrudescence avec ce qui a été utilisé actuellement. Et c'est un peu la politique française actuellement. Mais on va s'opposer à des lobbies phytosanitaires comme Monsanto qui vont dire non mais regardez, notre principe de précaution il est déjà pris en compte dans le fait que la concentration de notre Roundup elle est de temps et que donc la bioassimilation est de temps et que donc on retrouve 10 mg par kilo de glyphosate dans vos betteraves. Et cette conclusion elle n'est pas déconnante non plus, elle est compréhensible dans le sens où on est en dessous de la LD50 qui était de 1% de la masse corporelle et que donc on est safe et ça peut s'entendre aussi. C'est la mitigation danger-risque et cette mitigation elle doit se faire au cas par cas, mais elle peut pas se faire elle peut pas se faire par les consommateurs. Elle doit être faite par des entités gouvernementales comme l'INSERM, ou intergouvernementales comme le CIRC. Et ensuite, on peut appliquer des politiques de santé publique qui sont que on n'utilise ou pas le glyphosate, ou alors on l'utilise que pour que pour les plantations et pas pour la pré-récolte. On pourrait aussi interdire on peut interdire certaines pratiques d'agriculture. Oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs leviers d'action qui sont possibles. Et tous les leviers d'action n'entraînent pas les mêmes conséquences. Et certains vont être pour, d'autres contre, parce que ça va entraîner certaines choses qui vont pas plaire à certains. Enfin, c'est extrêmement... Pourquoi c'est complexe ? Parce que, encore une fois, c'est pas un problème purement scientifique. En fait, ça dépasse le cadre des sciences et ça rentre dans la sphère politique, sociale, économique et à des niveaux, en fait, où c'est difficile de... Enfin, c'est d'une complexité un peu sans fin. Et c'est pour ça que, encore une fois, nous, on n'est personne pour avoir une analyse vraiment fiable et complète du sujet. Donc c'est pour ça qu'aussi on vous renvoie à d'autres sources, à d'autres médias qui vous présenteront aussi le sujet de différentes manières. Mais voilà, donc c'est une petite parenthèse pour expliquer la complexité. Et justement, peut-être pour illustrer encore plus l'état d'âme dans lequel je suis, en fait, par rapport à tout ce que j'ai appris en fait sur cette molécule-là. En fait, même le CIRS, qui est le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, n'est pas très clair sur son positionnement. En fait, parce que d'un côté, je vous ai parlé de l'INSERM, Institut française, qui a tendance à dire c'est la merde, et de l'autre, les organismes européens qui disent non, c'est safe, on s'en bat les couilles. Le CIRS, il est... Je comprends pas, je vais vous lire les phrases tirées de Wikipédia, mais qui résument bien la position du CIRS, pour vous dire à quel point on est dans une sorte de... oui, alors, mais voilà. C'est en fait... Alors, en 2015, et c'est une date assez importante pour le coup, en 2015, le CIRS a classé le glyphosate comme cancérogène probable. Pourquoi c'est une date importante ? Parce que le CIRS, il a une autorité, en fait, à l'échelle internationale, comme c'est un groupe international. Si le CIRS
classe une molécule comme cancérogène probable, et bah, du coup, ça change la donne dans l'esprit des gens parce que voilà, il y a eu une communication en 2015 qui a été faite à ce niveau-là. Et après, tous les autres organismes de l'OMS, du coup, parce que c'est un groupe de l'OMS. Sérieuse. Donc forcément, ça, on va dire, remet les cartes en jeu. Ce classement est uniquement une estimation du danger. Alors ils disent que voilà, c'est uniquement une estimation du danger, donc la molécule est cancérogène probable, ou cancérigène probable, mais que l'estimation du risque pour la population générale est du ressort des agences de sécurité sanitaire. Donc c'est en mode, la molécule est un cancérogène probable, mais démerdez-vous, déjà, vous les organismes des agences de sécurité sanitaire, c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez, démerdez-vous pour faire les bonnes études qui vont bien, tu vois. Donc c'est un peu en mode on se déresponsabilise, il y a ça. Après, il dit quoi? Il dit le glyphosate a ainsi été classé comme pouvant endommager l'ADN. Ce classement est fondé sur des résultats d'études conduites in vitro et in vivo. Donc là déjà, bon, on se dit c'est solide, quoi. Mais le CIRS évalue que les preuves sont limitées concernant la cancérogénicité du glyphosate chez l'humain. Donc c'est quand même bizarre parce que tu te dis, dans tout le paragraphe que je vous ai lu avant, qu'ils ont l'air d'être... On a observé le développement de cancer. Mais en fait, que les preuves sont limitées. Chez l'humain, ça marcherait pas comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Un lien avec les lymphomes non hodgkiniens, donc c'est ces fameux types de cancer un peu particuliers, a été trouvé par plusieurs études sans qu'il soit possible de conclure à une causalité claire. Cette phrase, elle est complètement paradoxale parce que au début de la phrase, il dit il y a un lien avec les lymphomes, mais en fait, c'est pas clair. c'est genre, il y a un lien, mais sans avoir de lien. Tu vois, donc enfin ce qu'ils ont observé, c'est extrêmement compliqué. C'est ce que disait Poloche plus tôt. Ce qu'ils ont observé, c'est que chez les agriculteurs, manifestement, il y a une recrudescence de ce lymphome non hodgkinien. Mais la conclusion, c'est que peut-être que la population d'agriculteurs, elle fume plus et que du coup, ils ont plus de cancer. Et donc voilà, il y a des paramètres externes. Comment c'était le terme officiel? C'était, laisse-moi retrouver ça. Des facteurs confondants. Peut-être que la chambre de l'agriculteur, elle est tapissée de peintures cancérigènes et que les vapeurs de ces peintures suffisent à entraîner l'apparition de ce syndrome. Oui, c'est ça. C'est super compliqué. D'autres facteurs qui peuvent jouer un rôle. Dans la vie de tous les jours, c'est super compliqué de réussir à lier de manière très précise ce produit-là, il est cancérogène parce que Il y a aussi le monde est devenu tellement complexe, le monde dans lequel on vit est devenu tellement complexe que c'est super dur de réussir à dire ça. Ouais, c'est ça. On ne sait pas quelle est la cause première, en fait, si c'est vraiment le glyphosate ou si c'est autre chose. Mais quand même, tu as l'impression qu'une partie des phrases te sous-entend que c'est quand même probablement cancérigène. Après, il estime également que les preuves, donc le CIRS estime également que les preuves sont suffisantes concernant la cancérogénicité chez les animaux. Donc là, tu es en mode, bah d'accord, ok, chez les animaux, mais du coup, chez l'humain, enfin, tu te dis l'humain est un animal, donc pourquoi, tu vois? Enfin, ça pose plein de questions, en fait, sur la nature des études qui ont été sélectionnées et pourquoi ils en viennent à ces explications-là. De plus, il note qu'il existe des preuves importantes. Ces phrases, pour moi, elles sont plus... Vas-y. Le CIRS note qu'il existe des preuves importantes que le glyphosate possède deux caractéristiques d'un carcinogène, donc d'un cancérogène, je pense, qui peuvent être opérantes chez l'humain. L'exposition au glyphosate ou aux produits à base de glyphosate est génotoxique et induit un stress oxydant. Donc tu vois, en fait, dans ces suites de phrases que je vous ai dit, tu as l'impression que le CIRS dit tout et son contraire presque. Enfin, peut-être que là, il y a des subtilités de mots qui sont à comprendre, mais en tant que membre du grand public, je lis ça, je comprends pas. C'est d'une confusion assez forte. C'est pas fait pour toi. Oui. C'est pas fait pour toi. C'est fait pour un politique qui doit se construire un avis pour le prochain Conseil des ministres ou pour la prochaine Assemblée nationale. Et pour moi, ce rapport, c'est plus un rapport politique et juridique qui permet de donner des bases pour des professionnels qui doivent se faire un avis ensuite derrière au moment d'un jugement. Un agriculteur qui porte plainte contre Monsanto parce qu'il a un lymphome non hodgkinien, en disant c'est le Roundup qui a fait ça, le juge ou les avocats vont devoir se tourner vers des chercheurs en disant c'est possible ce qu'il raconte parce que nous on a 15 millions à lui donner à la fin. Et donc
pour moi, c'est plus un rapport juridique et politique qui doit permettre à quelqu'un de se faire un avis plutôt qu'à quelqu'un du grand public, parce que le grand public, il va lire le titre de l'article dans Le Monde qui va dire le CIRC a sorti un rapport disant que le glyphosate est potentiellement cancérogène ou cancérogène probable, et le grand public, il va s'arrêter là-dessus. Oui, complètement. Mais l'avocat ou le député qui doit sortir une loi ou émettre un jugement ou un procureur, etc., va devoir se faire un avis sur un truc plus précis. Et donc, ce genre de phrase lui permet de construire un argumentaire. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aide pas la population à prendre part au débat. Parce que si c'est politique, regarde, je suis mon raisonnement. Enfin, j'invente un raisonnement. Mais si c'est politique et si les citoyens ont le droit de décider, tu vois, même dans un monde idéal qu'on appellerait la démocratie, je sais pas, un concept où les gens, ce serait cool ça, un système politique où le peuple a le pouvoir. T'imagines, on appellerait ça démocratie, ce serait incroyable. Imagine une démocratie où le peuple a éventuellement le pouvoir. En fait, il faut que la population soit suffisamment bien renseignée. Et je trouve qu'effectivement, l'article que je viens de lire est extrait de Wikipédia et Tardy Idriss a bien fait de le souligner. Le problème de cet article-là que j'ai lu sur Wikipédia, c'est qu'il est trop résumé, trop condensé et qu'ils ont voulu, passer d'une phrase à l'autre, résumer toutes les idées. Donc c'est très confus. Mais en même temps, je me dis, Wikipédia, c'est quand même pas une mauvaise source en soi la plupart du temps pour la plupart des gens. Et je pense qu'ils ont plutôt raison d'utiliser Wikipédia parce que sur un sujet aussi chaud comme celui-ci, tout que vous allez sur un site ou un autre, il peut y avoir tellement de tout et de son contraire qui sont exposés que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de faire la part des choses. Donc, bon, Wikipédia, c'est un mal pour un bien quelque part. Mais bon, bref, j'en ferme la parenthèse sur ça, dans un monde où il faut que ce soit les citoyens qui décident de leur mode de consommation et de leur avenir, il faut qu'ils soient suffisamment renseignés. Et aujourd'hui, tu peux pas te renseigner correctement sur le glyphosate sans que tu prennes des nœuds au cerveau, en fait. Parce qu'il y a trop d'acteurs, il y a trop de liens dans tous les sens, il y a trop d'avis qui sont exposés à droite à gauche, et que pour résumer tout ça, j'espère qu'il doit exister, enfin j'en sais rien, mais il faudrait vraiment des rapports de synthèse suffisamment exhaustif et à la fois vulgarisé, un challenge un peu compliqué à faire, mais pour qu'on soit suffisamment renseigné. Le citoyen lambda ne peut pas. Espérons déjà des travaux sur des professionnels, avec des professionnels. Espérons que l'INSERM, le CIRC, tous ces instituts gouvernementaux arrivent à obtenir des résultats probants qui donnent une réponse valable. Voilà, il faut laisser laisser la police faire son travail. Sachez que dès que nous aurons une avancée de l'enquête, vous en serez les premiers informés. Yes. Laissons les gens faire leur travail. Mais pour que l'INSERM ait des résultats, il faut des sous pour faire la recherche. Oui. Ouais, non mais voilà, c'est compliqué comme sujet. Donc en fait, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'a fait David Loire d'ailleurs, comme le dit Poloche à 2 reprises, il a fait une très bonne vidéo, je crois que c'était par rapport à la publication de 2019, il me semble, si je dis pas de bêtises, la toute dernière sortie, qui justement, ça date, ça fait longtemps que je l'ai vu cette vidéo, mais qui justement expliquait cette histoire de probablement cancérigène, mais on n'est pas sûr. En tout cas, si ça allait au niveau des agriculteurs et pour un type de cancer particulier, etc., avec une probabilité de temps, ce qui est différent de dire que ça peut être grave pour toute la population, quoi. Mais c'est normal que le grand public en fait se pose des questions, tu vois, parce que tu peux pas non plus te baser ton avis sur une publication, quoi. Vu le nombre qu'il y a, le sujet est plus compliqué que juste la dernière publication en date publiée par tel organisme. Parce que voilà, on l'a vu, tous les organismes peuvent avoir plus ou moins des comment on appelle ça, oui, des trucs d'intérêt, des conflits d'intérêt. Après, on espère que un organisme comme l'INSERM qui soit public, justement, produise des résultats pour le bien public, entre guillemets, et donc soit le moins biaisé possible, quoi. Moi, j'aimerais revenir sur un truc sur le glyphosate. Ouais.
pour revenir plus précisément sur l'action du glyphosate, c'est que utiliser un désherbant total comme celui-là va entraîner une modification de l'environnement. Oui, on n'en a pas parlé, je voulais aussi... D'un point de vue purement darwinien. C'est-à-dire qu'on va entraîner, dans les champs où on va utiliser du glyphosate, on va entraîner l'apparition de plantes résistantes au glyphosate parce qu'elles ont des mutations qui font que l'enzyme qui est comme le glyphosate a une action très précise sur le métabolisme, il suffit que l'enzyme soit un peu modifiée par une mutation qui fait qu'elle n'a pas la forme classique et que du coup le glyphosate peut plus venir se mettre, ou alors c'est pas la même enzyme, ou alors c'est un autre chemin métabolique qui est utilisé par plein de mutations différentes. On va favoriser l'apparition on va modifier l'environnement, et modifier l'environnement va favoriser l'apparition de plants adaptés à ce nouvel environnement, et donc adaptés à la présence de glyphosate dans la nature. Ça va entraîner quelque chose, ça va entraîner qu'on se retrouve avec des environnements avec des adventices qui résistent au glyphosate, sachant que le glyphosate, ça a ce rôle-là ça a exactement Poloche, la sélection naturelle. Le glyphosate a ce rôle de désherbant. Et donc, si on traite du glyphosate pendant 10 ans sur un champ, on va se mettre à avoir l'apparition de mauvaises herbes, entre guillemets, d'adventices, parce que la sélection naturelle fait que les générations successives d'adventices se mettent à résister au glyphosate par des biais de sélection naturelle. Ouais, c'est ça. Et en fait, justement, il y a ce cercle un peu vicieux où plus ça résiste, plus vous pouvez augmenter la quantité et quand même réussir à tuer les adventices. Donc en fait, vous allez tout simplement augmenter la concentration de ce que vous mettez ou la quantité de ce que vous envoyez sur votre champ, et ça va quand même finir par tuer les adventices. Et donc le problème, c'est que si vous augmentez la quantité, possiblement les agriculteurs et du coup les consommateurs vont être encore plus exposés. Donc il y a ce cercle un peu vicieux aussi qui a tendance à faire peur aux gens, et à raison. Alors après, ça fait peur aux gens, mais moi j'ai plus peur pour l'environnement direct qui prend ultra cher. Et pour contrebalancer, parce que c'est pas fini, hein, la science est magnifique, hein, on aime la science, on est chimiste, donc on adore la matière. Et puis c'est surtout Poloche qui adore la biologie, elle va être contente qu'on parle de ça, mais elle pourra mieux expliquer ça que nous. Mais pour justement faire en sorte de pouvoir mettre une plus grosse concentration, il faut pas qu'on détruise notre plantation initiale en sprayant du glyphosate. Donc en fait on va essayer de planter des plantes qui vont être résistantes. Bon, alors de base, si elle n'est pas forcément résistante au glyphosate, on va faire en sorte qu'elle le devienne. Donc avec des OGM. On peut, alors soit avec moi j'allais parler d'abord de la sélection artificielle, où on va sélectionner la variété de plantes qui va bien par en fait adaptation progressive. On va prendre celle qui résiste le mieux au glyphosate, mais effectivement sinon on peut faire aussi des OGM directement. Les OGM, c'est un autre sujet, attention, effectivement. Donc on peut faire tout simplement de l'ingénierie génétique pour faire en sorte de modifier génétiquement la plante pour que, en fait, elle développe des mécanismes de protection contre le glyphosate. Ou quel est ce fameux gène pour produire plus de cette fameuse enzyme. Que l'enzyme soit modifiée, etc. Ouais, voilà. Il y a plein de manières différentes. Où j'avais vu où il y a insérer un gène qui code pour une forme de l'enzyme, quoi. Ouais. Ce genre de bail. Bon, bref, dans tous les cas, il y a des opérations qui sont possibles pour faire en sorte de mieux protéger la plante contre le glyphosate. Et donc, on en vient à toujours plus invoquer des solutions techniques à un problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si pour le réchauffement climatique, on se mettait à jeter dans l'environnement des gaz qui vont refroidir l'atmosphère. Et à se faire un petit Snowpiercer par exemple, ce genre de délire, quoi. Au lieu de couper la source du problème, on va rajouter une solution technique pour essayer d'y pallier, mais sans y couper, quoi, tu vois. Donc voilà. On avait passé 1h50 sans aborder les OGM. On était obligé d'y aborder parce que ça fait partie quand même de la thématique du glyphosate.
C'est presque obligatoire quand ça parle d'agronomie. Non, mais le problème, c'est pas le... Enfin, en soi, créer un OGM, c'est pas le souci. C'est qu'en fait, ça va renforcer l'idée qu'on peut rajouter encore plus de glyphosate dans l'environnement. C'est ça, en fait, qui est plutôt problématique. C'est qu'on va pouvoir augmenter le seuil de... Parce que la plante aura un seuil de tolérance plus élevé au glyphosate. Donc, on pourra augmenter mettre plus de glyphosate pour éliminer les adventices autour. Et donc, qui dit augmenter plus de glyphosate dit éclater la faune et la flore locale. Et on n'en a pas trop parlé du caractère impact sur l'environnement, mais pour le coup, il est de plus en plus mesuré. Pendant longtemps, on pensait que... c'est un peu comme tout, on pensait que on s'y intéressait moyennement, on pensait que c'était relativement anecdotique. Mais en fait, aujourd'hui, le glyphosate, on le retrouve littéralement partout. En fait, dans toutes les matrices, que ce soit dans l'eau, dans l'air, dans les sols. Et après, selon les types de sols, je suis pas suffisamment renseigné là-dessus, mais selon les types de sols, en fait, le glyphosate est plus ou moins lessivé ou pas, peut plus ou moins rester dans le sol, sachant que la manière pour le glyphosate de disparaître, c'est de se faire en fait consommer par les bactéries, métabolisé par les bactéries présentes. Mais il y a toujours des... Quand il est sprayé en trop grosse quantité, il finit toujours par en avoir qui ne sont pas du coup consommés par les bactéries et qui se retrouvent dans les différentes matrices de l'environnement tout simplement. Et le problème aussi des sprays, c'est que des fois les micro-gouttelettes peuvent être déportées vraiment très loin de l'endroit où ça a été posé et donc se retrouver pas à l'endroit où il faut et après c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cours d'eau qui sont contaminés ou ce genre de bail, quoi. Voilà. Le mieux du mieux serait de trouver une alternative tout autant efficace que cette molécule sans tous les trucs pas sûrs du glyphosate. Oui, après, il faut aussi que cette molécule, elle soit inerte pour les organismes. Il n'y a pas de molécules magiques qui permettent d'augmenter le rendement des plantes sans un problème derrière. Parce que même l'engrais naturel type purin, type fumier, ça ajoute des nitrates dans l'environnement. Ces nitrates vont être lessivés par les eaux, ça va se retrouver dans les rivières et on va avoir le développement d'algues dans ces rivières. Donc, laisse-moi vivre dans mon monde de bisounours. Pardon, désolé. Donc, même des engrais naturels, même des déjections animales qu'on utilise, et c'est quand même dingue. On aurait des cultures, on arriverait à utiliser tous les produits animaux des élevages, ce serait quand même pratique. Bah non, on va pas pouvoir tout utiliser parce que le rejet ces engrais nitrés, ils sont trop intenses, ils sont trop riches en nitrates, et donc ça se retrouve dans des environnements qui n'ont pas besoin de cette quantité de nitrates, et on a des développements d'algues dans les rivières, dans les bords de mer, etc. etc. La Bretagne, pour les Bretons du chat, il y a ces problèmes en Bretagne où des ruisseaux, des rivières, des bords de mer sont contaminés par ces rejets nitrés des villes, etc., etc. Le purin, oui, mais d'ortie. Pareil, le purin d'ortie, c'est riche en nitrates. Et c'est intéressant, hein. C'est intéressant, on peut le faire à la maison, c'est pratique, c'est cool. Mais il faut savoir qu'une fois que c'est arrivé dans le potager, ça va être lessivé et le ruisseau en bas du jardin, il va être contaminé par ces nitrates. On parlait de la résistance des plantes au glyphosate à force d'utiliser du glyphosate justement. J'avais lu qu'il y avait 261 espèces de plantes qui devenaient de plus en plus résistantes au glyphosate et pour lesquelles il fallait augmenter la dose pour les défoncer, quoi. Donc on a un impact sur notre environnement qui est non négligeable dans la nature même de la flore, quoi. C'est ça qui est ouf. Donc on en retrouve aujourd'hui dans la nourriture, les boissons, l'urine, le sang et même dans la marijuana. Voilà. Au cas où, je ne sais pas s'il y a des consommateurs dans le chat, mais si vous fumez un peu de marijuana de temps en temps,
posez-vous la question d'où vient votre herbe, si elle vient d'un champ dans lequel il y a eu une pulvérisation de glyphosate ou pas, quoi. Voilà, petit fun fact. Est-ce que le glyphosate, il a été étendu en pré-récolte ou alors pour préparer le terrain? C'est ça. Il y a ça aussi qu'il faut se poser comme question. La pré-récolte, on a vu que c'était... j'avais l'impression que c'était C'était pas dingue. Celui qu'on désignait principal responsable des hautes valeurs qu'on retrouvait dans les aliments. Et d'ailleurs, en parlant de valeurs retrouvées dans les aliments, allez, petit exemple fun fact parce qu'on est sur la fin et qu'on adore. En 2016, il y a 2 études qui ont montré la présence de glyphosate dans des bières suisses et allemandes. Une bière allemande contenait 300 fois la dose autorisée dans l'eau potable. Donc voilà, on était 300 fois au-dessus du seuil autorisé, donc le seuil auquel on se dit faut pas que ça dépasse au-dessus, sinon ça a des conséquences probables sur l'organisme. Donc voilà, il provenait vraisemblablement du malt d'orge ou du houblon. Donc et je crois que c'est par rapport à une histoire de pré-récolte, ça, encore une fois. Donc voilà, petit fun fact pour bien dormir ce soir. Quand vous boirez, pardon, je sais plus parler. Non, comment on dit Votre Erdinger. Votre Erdinger. Une bière allemande. Donc voilà, mais en fait, si on s'arrête à ces phrases-là, on pète un gros câble parce que... Oui, on touche plus à rien. On touche plus à rien, on vit plus. L'objectif, c'est pas ça, c'est de comprendre, en fait. Enfin, moi, en lisant, c'est difficile de faire la part des choses, mais en fait, on se rend compte que... non, mais il y a une question le sujet fait pas débat pour rien. Il y a une question qu'on peut se poser naturellement aussi. Ouais. Est-ce que pour le moment, est-ce qu'on est malade à cause de ce glyphosate? Enfin, et c'est applicable à tous les trucs qu'on nous rabâche. Le Wi-Fi, c'est dangereux. La 5G, c'est caca. Les trucs comme ça. Est-ce que notre monde actuel... Il y a 2 choses. Est-ce que notre monde actuel a des problèmes? Oui, très certainement. Est-ce qu'on doit se priver de ces choses, de ces technologies-là actuellement? Et ça, c'est un autre problème, c'est une autre discussion et je n'ai pas la réponse, qui mène à des trucs comme est-ce qu'on doit se priver de la 5G alors qu'on a besoin de pouvoir communiquer avec le monde entier? Ouais. Il devient philosophe. Bah oui. Non, mais parce que c'est une vraie question de fond, quoi. En réalité, encore une fois, si on avait la réponse, si la réponse était simple, on l'aurait déjà faite, quoi. On aurait déjà suivi la solution qu'il faut, quoi. Et si ça fait couler autant d'encre aujourd'hui, c'est parce que oui, il y a des pouvoirs en présence, il y a des intérêts, il y a tout un tas de personnes industriels et politiques. Les intérêts ils vont dans les 2 sens. Oui, bien sûr, ouais. Et voilà, quoi. Et aujourd'hui, en fait, si on pouvait faire une agriculture raisonnée, qui soit aussi productive, qui soit aussi riche, qui soit aussi intéressante pour toute la population mondiale et qui soit pas chère et qui remplisse tous les bons critères qui va bien, on l'aurait fait depuis un bon moment, je pense. Tu vois. Déjà, on serait pas 7 milliards d'humains sur la planète. Ouais. Les cultures raisonnées permettent de fournir de l'alimentation à un petit village, quoi. Mais à partir du moment où tu commences à avoir des mégapoles, les personnes qui vivent dans ces mégapoles, elles produisent de la valeur. Enfin, ça, c'est le capitalisme après, hein. C'est un autre problème. Tu cherches à me rejoindre dans le monde des bisounours? Ouais, j'aimerais bien. Je pense pas que le 5G ou le nucléaire soit le problème, c'est celui qui a le contrôle et qui a l'intérêt. Bah oui, c'est comme d'habitude. En fait, on vous présente des molécules, on vous présente des problèmes de société, mais enfin voilà, qui est-ce qui gère ça? Là, c'est jamais la technologie qui est problématique en elle-même, c'est l'utilisation abusive de cette technologie qui en devient problématique pour nos sociétés, notre environnement et notre santé, quoi. Voilà. Je pense avoir fait un bon tour. Je vois qu'on arrive à 22h. Je crois que j'ai encore plein de petites notes, mais je pense que c'est suffisant. Qu'on a dit l'essentiel. Ça suffit pour ce soir. Ça suffit pour ce soir. On a quand même pas mal couvert le sujet et je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. 20h, 22h le glyphosate, 22h minuit l'abolition du système capitaliste. On va faire ça en outro. Hein. On va faire ça d'ailleurs. Bah tiens, on coupe la rediff, on dit au revoir à YouTube
Et puis après, Exactement. Regarde ce que tu vas manquer YouTube. Hein. Il fallait être sur Twitch si tu voulais avoir un refaisage de monde en direct. Les liens sont dans la description. Les liens sont dans la description, évidemment. J'ai toujours rêvé de dire ça. C'est ça. Allez, à bientôt YouTube. Bonne des bisous. Soirée. Ciao. Bye bye.